OK, alors, on est définitivement dans le dernier droit, comme vous le savez. Juste vous dire aujourd'hui, on va poursuivre encore une fois. On n'a pas encore tout à fait complété ce qu'on voulait se dire sur l'impôt et le décès, planification successorale, le rôle. Là. Aujourd'hui, vous allez jouer le rôle d'un liquidateur ou d'une liquidatrice testamentaire. C'est ce que vous allez faire pour Luc et Marie. Luc est décédé. Donc, on va prendre une heure pour travailler là-dessus, faire la rétroaction par après. Et après la pause, ou peut-être juste un peu avant la pause, on verra le temps où le temps nous mènera. On entamera le sujet des fiducies qu'on va terminer aujourd'hui ou en début de cours la semaine prochaine. Ça va ressembler à ça. Aussi, ce que je veux vous dire avant d'attaquer le mini-cas, je parlerai plus en détail un petit peu la semaine prochaine, quoique c'est déjà assez clair. J'ai mis sur le plan de travail de la semaine 15 pour l'examen de quoi va être composé l'examen. Donc, j'ai fait ça hier. J'ai complété l'examen et voilà, vous allez avoir un petit peu, comme à l'intra, savoir un peu le genre de questions que vous allez avoir, sans surprise, à l'examen final. Puis ça, je veux juste, me suis même pris un petit papier jaune, là, pas oublier ce bout-là, parce que pour que ça fonctionne, la semaine prochaine, on va compléter un petit peu avec un petit angle de développement durable, essayer de faire des liens un peu avec les finances personnelles, ou en tout cas, on va parler de développement durable, transversalement parlant. Puis, pour que ça soit un petit peu intéressant, je vous demanderai de manière sans jugement, anonyme, je ne vérifie pas si vous le faites, mais de faire votre empreinte carbone. Vous avez le lien, là, celui dans le plan de travail, la semaine 14. Vous avez le site MyCO2, qui est un MyCO2, oui, c'est un site français de vulgarisation, d'éducation. Puis c'est un bel exercice, je trouve, de faire son empreinte. On fait notre budget, ben, faire son budget carbone. OK? Donc, on jasera un petit peu autour de ça. Alors, si vous voulez bien, juste pour vous, faire cet exercice-là, voilà, le message est passé. Voilà. Euh, Avant de parler de Luc et Marie, puis vous laisser travailler pendant à peu près 60 minutes là-dessus, je veux quand même revenir sur un peu de structure, un peu de démarche, parce que c'est pas simple. Il y a plusieurs façons de se confondre puis se mélanger par rapport à l'ordre des actions que vous devez entreprendre quand vous devez être liquidatrice testamentaire et ultimement remettre des biens aux héritiers. Tu sais, il y a quand même pas mal d'étapes. Puis ça peut devenir mélangeant, dire, ouais, c'est quoi, on commence par quoi, là? Le patrimoine, les impôts. Fait que j'ai une petite pyramide inversée que je vous ai présentée très rapidement la semaine passée, mais je veux juste revenir là-dessus, puis prendre le temps de vous expliquer quelque chose, puis j'ai même rajouté une acétate pour, encore une fois, faciliter la compréhension. Donc, si un décès, okay, dans un contexte de décès, la première chose que vous devez savoir, que vous voulez savoir, dans le cas, allez voir à la fin, ou je sais, mais vous voulez savoir, le couple, là, est-ce qu'il était marié, oui ou non? Parce que vous savez que ça change le cheminement. OK? Donc, ça, c'est comme la carte générale des grandes actions que vous entreprendre comme liquidateur. Si le couple est marié, il y a obligatoirement, impossible de se désister de cette chose-là, il y a un patrimoine familial. Qu'il y ait des enfants, pas d'enfants, il y a un patrimoine. Et ce patrimoine-là, c'est une dette. Ce n'est pas une proportion de 50-50 dans tous les biens qui sont dans le patrimoine. Non, c'est celui qui en a le plus de titres de propriété dans les éléments du patrimoine, dédommage celui qui en a le moins, pour qu'après, économiquement, ils ont la même valeur. Okay? C'est important de comprendre que c'est une dette. Parce que c'est ça la confusion possible, entre autres. C'est cette histoire-là, on mélange ça avec la remise des biens. On ne remet aucun bien quand on est après calculer le patrimoine familial. On est après calculer une dette. Donc, ça, c'est la première étape s'ils sont mariés. S'ils sont mariés, il y a obligatoirement la question de dire est-ce qu'il reste des biens à partager selon le Code civil, même avant le testament, en vertu du régime matrimonial. Parce qu'il y en a un régime matrimonial. Soit c'est séparation des biens, là, il y a chacun garde ses choses. Il n'y a pas de nouvelle dette. Le patrimoine est calculé, il n'y a pas de nouvelle dette. Mais si on est dans un régime matrimonial qui est, je vous le rappelle, celui par défaut, qui est la société d'acquet, bien là, tous les autres biens qui ont été acquis, créés durant le mariage, bien, doivent être répartis en valeur économique 50-50. Un peu même calcul que le patrimoine, même idée de calcul, je veux dire. Une dette, ça se solde par une dette. Et après ça, là, vous pouvez aller voir le testament et dire qu'est-ce qu'il dit le testament? Quel pourcentage? Est-ce que des legs particuliers? Est-ce que c'est des legs à titre universel en valeur monétaire? Vous allez voir le testament, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire par après. Mais
par après avec ce qui reste de bien. D'accord? Puis, dans le cas de couple marié, s'il n'y a pas de testament, bien là, si on regarde pour le conjoint survivant, le Code civil a quelque chose de prévu pour toi. Un tiers. 2 tiers aux enfants. Ça va? Donc, c'est un peu ça l'histoire. Puis juste vous faire réaliser, c'est une évidence, mais si c'était un divorce, c'est la même pyramide, sauf qu'il n'y a pas la pointe. Si un divorce, c'est la même affaire, sauf qu'on fait le patrimoine, on fait le régime matrimonial, puis bien, évidemment, on ne sera pas au testament ou au Code civil. Donc, ça, c'est si les conjoints sont mariés. Même carte ou même cheminement, mais si le couple n'est pas marié et ils sont conjoints de fait, d'accord? Bien, ils sont conjoints de fait, bien là, seulement depuis le 30 juin, il y a une première étape qui peut se solder par une dette de celui qui en a le plus vers celui qui en a le moins. C'est le fameux contrat d'union parentale. Si tu es conjoint de fait, puis tu as eu un enfant depuis le 30 juin, après le 30 juin 2025, pour être plus précis, bien, ça s'applique à vous. Puis essentiellement, c'est la même idée que le patrimoine familial, moins, c'est important de dire, moins tous les régimes de retraite qui ne font pas partie de ce calcul-là. Évidemment, au deuxième étage, il n'y a rien à dire, c'est sans objet, il n'y a pas de régime matrimonial quand tu n'es pas marié. Et là, on s'en va directement au testament. Too bad si tu n'as pas de testament, c'est le Code civil qui prévoit, puis le Code civil prévoit 0 pour le conjoint de fait survivant. OK? Donc, ça, c'est les deux acétates que je dirais que j'avais avant. Là, à parler avec une étudiante la semaine passée, puis j'ai compris, je me suis rappelé une autre difficulté que vous avez, et c'est pour ça que j'ai fait l'autre acétate, c'est de dire, OK, ça, c'est pour calculer les dettes de patrimoine familial, les dettes de régime matrimonial, OK? Mais comment ça se passe, l'ordre des choses, quand on est liquidateur testamentaire, ce que vous allez entreprendre dans 5 minutes? Bien, la première étape, c'est de calculer les dettes. Il y a des dettes qui sont complètement reliées au fait qu'il y a un décès. Donc, je ne parle pas des dettes qui existaient déjà, je parle des dettes qui sont créées par le décès. Alors, c'est quoi ces dettes-là? Si le couple est marié, on l'a dit, c'est le patrimoine familial, on doit calculer la dette. Ça se peut que c'est un montant à recevoir par le décédé, peut-être un montant à payer. Même chose sur le régime matrimonial. On vient de le dire, si c'est des conjoints de fait, la dette, c'est de dire est-ce qu'il y a un contrat d'union parentale qui s'applique? Si oui, il y a une dette de l'un versus l'autre. D'accord? Et la dernière dette, c'est l'impôt. Mais là, ça, cette étape-là, il n'y a pas d'échange de biens. C'est ça que les gens un peu mélangent et qui est compliqué à voir. Ce n'est pas un échange de biens. On fait juste calculer. C'est une fiction juridique. C'est une invention juridique, un mode de calcul pour arriver à un chiffre. OK? Donc là, il n'y a pas de. On a remis des biens, on a décidé quel bien qu'on donnait. Pas pantoute. OK? Donc, ça, c'est première étape. Deuxième étape, là, c'est là qu'on commence à passer à l'action. On calcule la valeur des biens à remettre aux conjoints et aux héritiers, conjoints héritiers, là, ensemble. Là, OK? Donc, en fonction du testament et du Code civil. Donc, c'est quoi ces valeurs-là? Donc, c'est la valeur, ce n'est pas encore les biens qu'on calcule. On calcule la valeur à remettre, valeur successorale, aux héritiers. En fonction de quoi? Actifs moins passifs. C'est quoi les passifs? C'est toutes les dettes plus les dettes qu'on vient de calculer avant. OK? On n'a pas encore remis les biens. C'est ça que je veux vous faire comprendre. On n'a pas encore. Là, on a calculé la valeur successorale qu'on doit remettre à la conjointe, par exemple, la valeur successorale qu'on doit remettre aux enfants. Et les legs particuliers, j'ai oublié, j'aurais pu mettre les legs particuliers, c'est une dette, un legs particulier. Ça aurait été bien que je l'aurais mis. OK? Et en bout de ligne, rendu à la troisième étape, là, c'est là qu'on décide, dépendamment si on a une latitude ou pas, quels sont les biens qu'on va remettre concrètement aux héritiers et à la conjointe, tout le temps avec l'objectif de quoi? Faire chuter l'impôt, réduire l'impôt à son minimum si c'est possible. Des fois, ce n'est pas toujours possible de sauver l'impôt, on va le voir. L'impôt au décès. Alors, avec ça, je vous laisse travailler. Première étape, commencez par calculer le patrimoine familial qui s'applique au décès de Luc. Okay? Donc, l'énoncé est à la semaine, sauf erreur, à la semaine 12. Donc, allez-y, on se donne jusqu'à 13 heures travailler là-dessus. OK, alors on y va avec la rétroaction.
OK, donc juste se rappeler, la première situation, Luc et Marie sont mariés. OK, c'est bien, mais ils n'ont pas de testament. D'accord? Donc, c'est ce mix-là que vous devez vouloir, que vous voulez savoir dès le départ. Puis c'est pour ça que je vous dis, moi, ça ne me stresse pas, mes examens, ça ressemble d'une session à l'autre. Là, je te switch à une affaire, ils sont mariés, pas mariés, il y a un testament, pas de testament, il y a un enfant. Tu sais, peux poser le même canevas sans problème. Tu sais. Alors, donc, c'est ça que vous voulez savoir dès le départ. OK? Donc, ici, Luc et Marie étaient mariés. Il n'y avait pas de testament. Puis, dans la première mouture sur laquelle vous avez travaillé, leur mariage, le régime matrimonial, c'était la séparation de biens. Donc, rappelez-vous, c'est celle qui n'a aucun impact. La séparation de biens n'a pas d'impact de plus que, évidemment, le patrimoine. OK? Fait que ça, il faut avoir ça en tête, là, dès qu'on commence à lire, donc aller vers la fin, voir un petit peu c'est quoi cette situation-là, c'est de répondre dès le départ à cette question-là. Quel est le profil du décédé? OK. Donc, la première étape, ça a bien été en bout de ligne. Là, vous avez tous montré votre résultat, vous arrivez tous au bon résultat. Certains avaient un peu de difficulté de passer du concept de patrimoine familial, le calculer, puis le déterminer, celui qui appartient, la partie qui appartient à Luc, la partie qui appartient à Marie. Puis là, quand il arrivait à dire, ouais, mais c'est quoi la dette? Comment je fais pour calculer la dette? Il y en avait qui avaient de la misère à faire ce petit bout de chemin-là, qui est juste une petite mathématique, mais quand tu y penses pas ou quand tu es coincé là, ben, ça se peut, OK? Mais décoincez-vous là, par rapport à cet élément-là pour l'examen, entre autres, OK? Donc voilà, on regarde l'inventaire. Puis ce qu'il faut réaliser, je pense que tout le monde le voit bien, si on est marié, il y a un patrimoine familial. Si y a un patrimoine familial, même s'il y en a juste un qui décède, j'ai besoin de l'information de celui qui décède puis de celui qui survit, parce que c'est un calcul global au couple marié. D'accord? Donc, quand je suis dans le mode patrimoine familial, autant Luc que Marie m'intéressent dans les calculs. Donc, c'est une façon aussi de départager un peu les différentes étapes. Alors, quand je regarde l'inventaire des actifs et des passifs de Luc et Marie, je vois le CELI. Fait que là, après ça, c'est une définition qui est imparfaite. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est correct pour vous que vous ayez de la misère à accepter ça. Parce que il y a des bouts qui ne sont pas logiques, mais que vous l'acceptez ou pas, c'est de même. Fait qu'il faut un peu l'intégrer et avancer avec cette histoire-là. Fait que non, les CELI ne font pas partie du patrimoine familial. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est parce que X, Y, Z raison? Non, aucune de ces raisons-là. C'est que quand ils ont fait le patrimoine en 1989, le CELI n'existait pas. Puis par après, ça n'a pas été vraiment un véhicule de retraite. Fait qu'ils l'ont laissé dormir un peu, mais à un moment donné, les tribunaux, il va falloir qu'ils l'intègrent. Là. OK? Donc, je ne suis pas seulement à jour. Je n'ai pas été voir les derniers jugements de la dernière semaine, là, mais jusqu'à tout récemment, le CELI ne faisait pas partie, et pour l'examen, il ne fait pas partie du calcul du patrimoine familial. C'est de même. REER, absolument. Ça fait partie de la grande famille des régimes de retraite qui font partie, tous les régimes de retraite, sauf le CELI, font partie du patrimoine familial. Fait que le REER, oui, c'est dans le patrimoine. Le RPA, oui, c'est dans le patrimoine. L'immeuble locatif, non. C'est quoi la logique, Marc? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de raison. C'est dans le patrimoine, quand ils l'ont fait en 89, ils n'ont pas intégré les immeubles locatifs, puis entre autres, ils n'ont pas intégré les actions d'une société privée. Pas logique pour moi. Je vous l'ai dit, l'exemple du médecin. Couple de médecins. Un s'incorpore en société par action, il n'y a pas de REER, son portefeuille de placement est dans la société par action. L'autre a tout fait ça à l'ancienne, dans le REER. Il se divorce. Il y en a un qui a 1 million dans la société par action qui n'est pas assujetti au patrimoine, puis l'autre a 1 million dans le REER qui est assujetti au patrimoine. Vous allez me dire que c'est logique, c'est normal? Non. Mais c'est ça le résultat. Des fois, le juge vient égaliser ça ou équilibrer ça parce qu'il y a une équité trop apparente, mais je ne prendrai pas la chance. Ce n'est pas dans la définition du patrimoine familial. OK. Donc, immeuble locatif, maison, chalet, ça fait partie du patrimoine, c'est un S. OK? C'est les résidences. Et c'est la même chose pour le contrat d'union parentale. Ce sera les résidences pour juste une maison. S'il y a plusieurs maisons qui sont utilisées par la famille, ça va faire partie du patrimoine familial. Les dettes, ben, tu sais, c'est logique. C'est de dire si la dette est rattachée à un élément du patrimoine familial, ben, ça va faire partie du patrimoine familial. Puis si c'est une dette qui est dans le train de vie, parce que tu roules trop, tu dépenses plus que ce que tu gagnes, genre une marge de crédit, ben, ça ne fait pas partie du patrimoine familial. OK, donc ça, là, c'est comme la première étape là, d'être solide sur cette définition-là.
D'accord? Puis oui, il y a des choses pas logiques. Alors, une fois qu'on sait ça, on commence par calculer le patrimoine familial, évidemment, global. On ne s'intéresse pas au début à qui appartient le patrimoine familial, on commence par le calculer tout simplement globalement. Avant toute chose, c'est un calcul global, conjoint. Ça va? Donc, vous reconnaissez toutes les valeurs globales de tous les éléments que je viens de vous identifier. Là, vous voyez un moins qui, lui, fait référence à une exception dont on s'est parlé la semaine passée qu'il ne faut pas oublier. Puis pour vous aussi, dans votre vraie vie, puis dans la vie des gens qui sont autour de vous, si vous recevez un legs, un don, pendant que vous êtes marié, donc pendant que le patrimoine familial s'applique, si vous prenez ce montant-là, puis vous le mettez dans un élément du patrimoine familial, bien, on va l'extraire au décès ou on va l'extraire s'il y a un divorce. Mais non seulement on va extraire le montant, mais on va extraire le rendement sur ce montant-là. Fait que mettez ça au clair, mettez ça dans un autre REER identifié, REER en cas de divorce, ou je ne sais pas, mettez-le dans une autre colonne, là, pas mêler tout ça. Là. Alors ça, le 157 462 dans notre histoire qui nous préoccupe ici, c'était Luc, il y a 20 ans, il a reçu 55 000 je crois, d'héritage. Il a mis ça dans le REER. On a pu faire le suivi. Ça donnait 5,4 de rendement par année en moyenne. Donc, 157 462 sur le 170 000. Donc, lui-même, là, il n'a pas épargné bien gros à part ce 55 000-là. Donc, on l'extrait. Encore une fois, pour démêler la chose. Là, on est dans l'abstrait. Là, on est dans une fiction. Ça, c'est un mode de calcul qui est écrit dans une loi. Ce n'est pas des biens qui sont échangés, là. C'est une façon de calculer. C'est important parce que tantôt, on va arriver avec des vrais biens, des vraies valeurs, puis après ça, des vrais biens. Mais quand on est à cette étape-là, on veut juste savoir, selon un mode de calcul prédéfini, c'est quoi la dette de celui qui en a le plus envers celui qui en a le moins. Puis des fois, ça peut être de l'autre bord, là. Ici, c'est celui qui décède qui va en devoir. Mais des fois, c'est celui qui décède qui va en recevoir. Lui, il est six pieds sous terre, mais sa succession, elle, va recevoir cette valeur-là distribuable. Donc, le calcul, tu arrives à 922 538 globalement. Ça veut dire qu'après dédommagement, celui qui en a le plus par celui qui en a le moins, il faut que les deux se retrouvent avec une valeur de 461 269. Et là, c'est là qu'il y en avait qui, ça savent plus trop à faire. Ben, tu regardes dans les biens qui font partie du patrimoine, qui détient les titres de propriété. Là, tu reviens au titre de propriété. Là. Okay? Donc, tu peux le faire par Marie ou par Luc, là, ça revient au même. Donc là, j'ai pris Luc, que sont la valeur de ces biens qui font partie du patrimoine. Donc, dans le 922 538, il y en a pour combien de valeurs, lui? Il y en a pour 582 538. Puis Marie, elle en a pour combien dans le 922 538? Elle en a pour 340. Et là, je fais le chèque où je calcule la dette, okay, qui est la différence entre les deux divisé par deux parce que ça a un effet double. Si je paye une dette à quelqu'un, l'autre s'enrichit, puis moi, je m'appauvris du même montant. Donc, c'est effet double. Fait qu'il faut le diviser par deux. 121 260. Tout le monde s'est rendu là. OK, donc ça, c'est la première étape. Il y a une dette de la succession qui est prioritaire à la remise des biens selon le Code civil ici, selon le testament, parce qu'il n'y a pas de testament. OK. Donc, prochaine étape, puis je vous encourage à aller méthodique de même si ça ne s'applique pas, développer le réflexe. Deuxième étape, c'est de dire, OK, le régime matrimonial dit quoi dans cette histoire-là de Luc et Marie? Bien, le régime matrimonial ici, il dit rien parce que c'est séparation de biens. Donc, je répète pour une dernière fois, régime de séparation de biens. Les biens à Luc demeurent des biens à Luc. Les biens à Marie demeurent des biens à Marie. Évidemment, l'histoire du patrimoine est toujours là pareil, le patrimoine familial, mais s'il restait des biens, il en reste des biens ici. Qu'est-ce qui reste comme bien? Il reste un immeuble locatif de 900 000 à Luc, il reste 60 000 de CELI à Luc, il reste 25 000 de CELI à Marie, puis il reste une marge de crédit de Marie de 12 000. Tous ces biens-là auraient un impact si serait calculé une dette de celui qui en a le plus vers celui qui en a le moins, si on était régime matrimonial, société d'acquis. Donc, il faut juste comprendre ça. Ici, il n'y a rien qui se passe. Puis on va le faire tantôt de toute façon avec la société d'acquis. Mais ici, c'était séparation de biens. Et là, on arrive vraiment à l'étape où, OK, là, on veut savoir quelle est la valeur monétaire. On n'est pas encore à l'étape de dire exactement quels sont les biens qui vont être remis aux enfants, quels sont les biens qui vont être remis à Marie, mais on est à déterminer quelle est la valeur des biens. Okay? C'est là qu'on est rendu. Fait que là, il n'y a plus de fiction. Là, c'est la réalité.
Là, c'est les vrais actifs, combien ils valent à la juste valeur marchande au moment du décès. Bien, Luc a pour 1 700 000 de valeur. Il y a essentiellement 1 760 000 d'actifs, puis il y a une dette hypothécaire, sa portion de 60 000. Fait que vous comprenez, on ne revient pas sur le patrimoine, on ne revient plus. Là, on revient avec tous les biens de Luc. Le patrimoine est réglé. C'est 121 269 que Luc doit. T'sais, on ne revient pas là-dessus. Là, c'est vraiment les vraies valeurs. OK, donc 1 700 000. Puis là, c'est là. C'est là que c'est plus compliqué, pour être honnête. Est-ce qu'il y a de l'impôt ou pas? D'accord? Bien, pour avoir un peu une approche où on comprend ce qu'on fait, puis une approche qui va fonctionner à tout coup, OK? Bien, c'est de regarder dans un premier temps dans les biens de Luc, parce que c'est de lui qui questionne, c'est lui qui décède. C'est lui qui dispose ses biens à juste valeur marchande, sauf les biens qui peuvent être légués à conjointe, OK? Donc, je regarde les biens à Luc, puis je regarde quels sont les biens qui peuvent déclencher de l'impôt. CELI, non. REER, oui. Immeuble locatif, oui. Beaucoup, beaucoup d'impôts. Il est là l'impôt latent le plus important. Maison, non. Chalet, non, parce qu'il vient d'être acheté dans l'année en avril, 2, 3 mois avant qu'il décède. Donc, c'est ça un peu que je dois savoir. Est-ce que je suis capable, selon le Code civil, selon le patrimoine familial, plus le Code civil qui dit 1 tiers, 2 tiers ici, est-ce que je suis capable de léguer, tu sais, idéalement, léguer 1 070 000 de valeur à madame. Si je pouvais léguer 1 070 000, je léguerais immeuble locatif, puis REER, puis il n'y en a pas d'impôt pantoute. OK? Mais je vais étape par étape. Je commence par dire le gros impôt, il est sur le 900 000. On est capable de léguer 900 000 à madame. Commençons le calcul. Là, je le fais le test. OK? Donc là, ça, c'est l'effet qu'il y a de l'impôt, mais je vous montre comment j'ai fait le test. C'est ce que j'ai dit tantôt, mais là, vous le voyez avec des chiffres. Le test, c'est de dire, je l'ai dit l'autre fois, est-ce que je peux léguer pour 900 000 de valeur et plus à madame? Qu'est-ce que le Code civil et le patrimoine familial dit ici? Le patrimoine dit que monsieur qui est décédé a pour 1 700 000 de valeur à léguer. Ça va, ça, on l'a déjà dit. Il y a 121 269 qui s'en va directement à Marie. OK. Sur le 900 000 au Téléthon, on a ramassé 121 269. Ça va pas vite. OK? Donc, après ce paiement-là, il reste 1 578 731 à distribuer. C'est ce montant-là qui va être distribué 1 tiers, 2 tiers. Là, on est rendu vraiment à dire, y a-t-il un testament? Non. C'est le Code civil. Qu'est-ce que le Code civil dit? 1 tiers, 2 tiers. Donc, 1 578 731 divisé par 3 parce que Madame Marie, elle a 1 tiers. Plus le 121, j'arrive à 647 512. Grosse, grosse déception. Une déception fiscale ici. Okay? Je n'ai pas 900 000 de valeur que je peux léguer. Je ne peux pas y léguer l'immeuble locatif. L'immeuble locatif va donc être légué aux enfants. Donc, on déclenche cet impôt-là. Terrain, disposition de juste valeur marchande, 200 000, moins le coût, 80 000. Bâtiment, juste valeur marchande, 700 000. Il est là, le 900 000. 200 000 sur le terrain, 700 000 sur le bâtiment. Puis, sur le bâtiment, on avait pris 170 000 d'amortissement qu'on doit réintégrer comme revenu parce qu'on a une valeur qui est en haut du coût. Okay? La valeur est de 700 000. Fait que tout l'amortissement qu'on t'a donné dans le passé, là, le 170 000 qui est entre le coût, 400 000, puis où tu es rendu à amortir, la FNAC, 230, on ramène ça comme revenu. Fait que 380 000, j'ai mis les taux d'inclusion sur le gain en capital. La récupération, c'est 100 d'inclusion. C'est un revenu d'entreprise comme un autre. Donc, impôt 380 000 fois 50 parce qu'il est déjà à 250 000 de revenus. C'est ça que je vous disais dans l'histoire. Vous auriez pu prendre 53,3, c'est encore plus précis. 50 c'est bien correct. Donc, 190 000 d'impôt. Fait que là, je ramène cette histoire-là dans ma chaîne à saucisses. OK, là, je le sais qu'il va y avoir de l'impôt pour 190 000, parce que je le sais que je ne peux pas léguer l'immeuble locatif à madame. Fait que voilà. Alors, combien qu'on peut remettre maintenant aux héritiers selon le Code civil? Bien, il y a 1 700 000 de valeur nette. Il y a 121 269 qui est une dette du patrimoine familial. S'il y avait un legs particulier, je le mettrais là. Il passe avant le reste. OK? Vous allez le voir dans BQI, les legs particuliers, ils passent là en premier. Puis j'enlève l'impôt, 190 000. Donc, c'est 1 388 731 que j'ai de disponible à léguer. Et là, le Code civil va dire 1 tiers, 2 tiers. Fait qu'aux enfants, 1 388 731 fois 2 tiers. Donc, 925 821 globalement. Okay? Chacun la moitié. Il y a 2 enfants dans l'histoire. Puis pour Marie, ben, il y a le 1 tiers. Puis n'oubliez pas de ramener le 121 269. La dette est à elle.
C'est ça qui est un peu confondant, là, c'est que ne fait pas partie du test du leg tel quel, le patrimoine, mais il fait partie de l'équation du calcul suite à un décès. Donc, voilà, 925 821 plus 584 179. OK? Ça, c'est égal à 1 388 731 plus le 121 269. Ou dit autrement, c'est 1 700 000 moins l'impôt. OK, on va voir si ça balance. OK, je dis beaucoup de chiffres vite. OK? Là, après cette étape-là, on lève la tête, on a juste déterminé la valeur des biens. Là, il vous reste à dire quels sont les biens que je vais remettre. Là, on est vraiment rendu là, à la fin de l'histoire. La prochaine acétate, c'est je dois remettre pour 925 821 de biens aux enfants, 584 179 à madame. Comment je fais ça? Quels sont les biens qu'on va remettre? N'oubliez pas que l'immeuble locatif n'existe plus. On l'a vendu, c'était dans l'énoncé. Si on payait de l'impôt sur l'immeuble locatif, on le vendait, ça crée des liquidités, on paye l'impôt, puis ça donne des liquidités à remettre pour balancer les biens qu'on va remettre. OK? Donc, on y va. Évidemment, il y a un paquet de bonnes réponses. OK? Je refais mon bilan successoral. J'ai 860 000 d'actifs qui n'est pas trop liquide. Bien, pas liquide vraiment. On pourrait faire quelque chose au besoin. Mais on n'aura pas besoin parce qu'on a plein de liquidités. On a 900 000 qui est rentré parce qu'on a vendu l'immeuble locatif. On paye l'hypothèque. On paye l'impôt, 190 000, l'hypothèque de Luc. Donc, on a 650 000 d'un bord pour faire nos devoirs de liquidité, 860 000 non liquides. Fait que là, je commence avec madame. Dans la répartition que je vais vous présenter, il y a plein de bonnes réponses. Mais il y en a une qui est mauvaise. Une seule. Fait qu'il faut faire vraiment exprès de faire la mauvaise réponse. Là. La seule mauvaise réponse, c'est de léguer les REER aux enfants. Ça, c'est la seule mauvaise réponse. Parce que vous comprenez que le REER, j'ai encore besoin du roulement. Puis lui, je peux le faire, le roulement avec Marie, parce que Marie, je vais y remettre pour 584 179. Donc, la seule mauvaise réponse sur à peu près 10 combinaisons de répartition possibles, c'est celle qui verrait envoyer le REER aux enfants. Et bon, fait que là, allons-y. REER, 170 000. Bon, CELI, on l'a dit qu'il y a une optimisation. Même s'il n'y aurait pas d'impôt d'un bord ou de l'autre, le CELI demeure un CELI si on le lègue au conjoint. Fait que là, c'est là que ça aussi, ça fait partie de la meilleure solution. Ça, je suis un peu moins sévère sur celle-là, mais il y a des points quand même à aller chercher en l'envoyant ici. OK? Maison, 230 000, c'est sa portion qui était à Luc. Puis des liquidités pour balancer. Excusez. Oui, des liquidités pour balancer le tout. 124 179. Les liquidités proviennent, encore une fois, je vous le rappelle, de la vente de l'immeuble locatif. Donc, ça, c'était pour Marie. Pour les enfants, ben, c'est le reste. Le chalet. Ils séparent le chalet, puis ils séparent le cash qui reste. OK? Donc, vous voyez, là, on le voit bien, là, qu'il y a comme trois étapes. Il y a l'étape, on calcule les dettes. Il y a l'étape, on calcule la valeur successorale qu'on remet. Puis il y a une dernière étape où, OK, c'est quoi les biens qu'on remet vraiment pour égaliser les valeurs successorales qu'on a déterminées préalablement. OK? Donc, je ne vous apprends rien en vous disant, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué non plus, mais quelqu'un qui ne se pratique pas à faire ça, puis qui arrive à l'examen, puis qui pense qu'il va s'en sortir, il va se mêler. Là, il va se mêler pas. Tu sais, il y a quand même un peu là, de la pratique à faire là-dessus. Il y a des questions de BQI qui sont basées sur ce genre de questionnement-là. OK? Donc, voilà. Là, on va juste faire. Oui, oui, Rosalie. Ben, c'est sûr que pour ne pas donner le chalet, ben, c'est parce qu'on ne peut pas le balancer. Regarde, tu sais, le chalet, il vaut 400 000. Je ne peux pas donner 400 000. Tu sais, tu vois, ça ne balance pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que tu voudrais laisser le chalet, tu es gentil, tu voudrais laisser le chalet à Marie? Ben, tu sais, tu peux pas. Ben, tu peux pas. Tout est possible. Tu pourrais léguer le REER aux enfants. Ce serait une erreur fiscale, absolument. Puis léguer la moitié de la maison aux enfants, puis dire, regarde le chalet. Tu sais, là, tout se joue, là, tout se discute tant qu'on ne reste pas dans quelque chose qui est fiscalement trop pénalisant, par exemple. Mettons, 124 169 du chalet pourrait être à un amphi. Oui, bien, encore une fois, tout est possible d'établir une portion pour qu'elle garde un élastique sur le chalet, là, fait que de dire que, tu sais, 124 000, mettons, là, on va le balancer, là, 100 000 sur 400 000, donc elle détient 25 du chalet, c'est ça que tu voudrais dire? Hop! Puis,
Puis elle peut avoir le couvert et tout. Sur le chalet? Oui, mais fais attention que. Ben oui, mais. Non, mais là, le chalet, tu n'en as pas eu besoin de roulement parce que le coût était égal à juste vers ma chambre. Oui, est-ce que c'est bon? OK, c'est comme ça, il faut que je réponde. OK. Non, non, OK. C'est que le chalet, il vaut 400 000, mais il vient d'être acheté. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet de roulement. Là, je comprends pourquoi tu poses la question. OK, non, il n'y a pas de roulement nécessaire parce que le coût est égal à juste vers ma chambre. Bon point. OK, donc, juste avant la pause, très rapidement, parce que c'est un peu la même mécanique, là, mais là, on est avec un autre régime matrimonial, je change la donne, c'est société d'acquet, fait que le premier début est pareil, même patrimoine familial, ça ne change rien. OK? Donc, on est à une dette de 121 269. Et là, par contre, le patrimoine familial, pas le patrimoine, mais le régime matrimonial, société d'acquet, il y a un calcul à faire on prend tous les autres biens, peu importe à qui ils appartiennent, ça vaut 973 000, le CELI globalement, l'immeuble locatif globalement, la marge de crédit globalement. On divise par deux. Les deux doivent avoir la même valeur après dédommagement de celui qui en a le plus. Ça, celui qui en a le moins. Même mathématique que le patrimoine, mais pas les mêmes éléments. Fait que là, Luc en a pour 960 000, ça va lui coûter cher. Puis Marie en a pour 13 000. Fait que là, c'est la même affaire, on le calcule par deux. Puis ça fait un chèque ou une dette plutôt de 473 500, qui est la dette de Luc, la succession de Luc, envers Marie. Fait que là, Marie, là, dans son téléthon du 900 000, comprenez-vous qu'on s'en va ailleurs, là? Est-ce que vous le voyez qu'on s'en va vers pas d'impôt, là, à l'œil? Ça va bien le Téléthon. On a déjà ramassé 121 269 sur 900 000. On vient de ramasser un 473 500. Puis là, on va avoir un tiers de ce qui va rester. Je pense qu'on va être correct. Je pense qu'on va clencher le 900 000. On le fait? On va le regarder. OK, donc là, on revient. Puis là, avec l'œil de lynx, voilà l'œil de lynx. OK? 1 700 000, c'est ça qu'on a à distribuer. Il y a des dettes. Celle du patrimoine, 121 269. Celle du régime matrimonial, 473 500. Il reste 1 105 231. Un tiers va à Marie. Là, on s'en va dans la bonne direction. Un tiers d'1 105 231, plus 121 269, plus la société d'acquet. Bingo, 963 179. Je dépasse le 900 000. Alléluia, je vais pouvoir léguer l'immeuble locatif à madame. Je ne déclencherai pas d'impôt là-dessus. Bon, là, ceux là, qui. C'est correct, vous suivez la game en tabarnouche. Il y en a qui vont peut-être dire ouais, mais t'as peu, là. Il y a un petit bout de réel qui va dépasser, il y aurait un petit peu d'impôt. Rendu là, là, vous pouvez me parler. À l'examen, là, vous pouvez me jaser. Vous pouvez me dire ça en mots. Là. Vous pouvez me faire une boucle là, qui balance. Là. Vous suivez? On le voit qu'il va manquer un petit peu. Mais le gros de l'histoire est évité. C'est ça le point. D'accord? Fait que je suis parlable. Là. Rendu là, je suis parlable. Si vous faites tout ça comme ça, là, je suis bien parlable. OK, fait que là, on arrive, il n'y a pas d'impôt dans mon histoire. Regardons ce que ça donne. Résultat des courses, 736 820 de valeur pour les enfants, 963 000 pour madame, OK, compte tenu du régime matrimonial qui fait la différence ici. Ce qui fait que, évidemment, encore une fois, ici il n'y a aucune autre bonne réponse que celle-là. Est-ce que vous comprenez? Je peux remettre 963 179 à madame. C'est sûr, je ne manque pas mon coût avec l'immeuble locatif. Hein, je travaille fort, c'est ça que je lègue. Puis, je ne peux pas léguer le 170 000 de REER vraiment. Je vais léguer le plus que je peux, 63 179. Puis là, je déclenche le reste, je remets aux enfants. OK? Donc, chalet, maison. Bon, je sais que ça fait bizarre un peu, là, léguer la moitié de la maison, moitié-moitié aux enfants. Mais tu sais, là, tout le monde peut se jaser là, par rapport à ça, discuter qu'est-ce qu'il préfère. Mais celle qui déclenche aucun impôt, c'est ce scénario-là. Là. OK? Juste pour la fin de la discussion qualitative, le REER, comme je vous ai dit, vous pouvez me parler, là, dire, OK, on lègue 53 400, 106 000, vous voyez, 106 820 aux enfants. Ça va déclencher à peu près 50 000 d'impôts. Ben là, tu sais, je veux dire, l'impôt peut être payé par Marie, Luce et Léo en proportion de ce que ça donne comme résultat dans la masse successorale là, globale. Bref. Ce n'est pas important nécessairement. Vous n'avez pas à le quantifier, là. OK? On est quasiment rendu. Fait que, écoutez, j'ai tout fait pour vous assommer, là. Donc, 13h30, on reprend à 13h45.
OK, on va reprendre ça avec un tout nouveau sujet, les fiducies. Le sujet des fiducies est quand même bien et judicieusement placé dans le cursus du cours. Je m'explique, c'est que vous vous êtes rendu compte depuis 2, 3 semaines, on parle de décès, puis à quelque part, on parle de fiducie un peu de façon non officielle, hein. Évidemment, à chaque fois qu'on parle de succession, on définit la succession, on parle de liquidateur, on est dans un monde de fiducie. Je l'ai déjà dit, mais là, on va creuser ce concept-là. Mais je dis que c'est bien placé parce que on va parler de fiducie après avoir parlé d'impôt et le décès, mais on va parler de fiducie en amont de parler de l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, l'actionnaire dirigeant, qu'on va voir comme tout dernier cours la semaine prochaine. Donc, quand on va se parler de réorganisation, de planification très poussée qu'on ne fera pas ensemble, là, qui est plus de niveau de maîtrise en fiscalité, très, très souvent, l'actionnariat est détenu par des fiducies. Mais c'est un autre monde, ce n'est pas pantoute. Vous comprenez qu'il n'y a aucun lien entre la fiducie succession puis la fiducie qui est actionnaire d'une belle petite PME du Québec. Là. On parle de deux mondes complètement différents. Pourtant, on parle de fiducie dans les deux cas. Fait que c'est très, très vaste. À Sherbrooke, si je me souviens bien, c'était un cours de 45 heures des fiducies. On va en parler pendant 90 minutes. On va déborder probablement un peu la semaine prochaine là-dessus. Mais à quelque part, ça fait plus que 90 minutes qu'on en parle parce qu'on a parlé de succession, puis j'ai donné quand même quelques informations qui touchent le concept. L'autre affaire que je veux vous dire, c'est que ça va vous demander encore un effort de conceptualisation, d'abstraction. Une fiducie, c'est pas clair. C'est pas limpide. Tu ne verras pas ça au coin de la rue. Tu ne vas pas prendre une bière avec une fiducie. Tu ne seras pas dans un commerce qui est une fiducie. C'est pas en chair et en os. Bref, mais ça existe. Ça existe fiscalement, puis ça existe juridiquement. Il faut en parler. Puis c'est ce qu'on va faire dans le reste du cours de cette semaine, puis un peu probablement la semaine prochaine. Fait qu'avant d'avancer un petit peu là-dedans, je vais vous parler un petit peu des définitions ou des acteurs qui gravitent autour d'une fiducie. Ça, OK. Bon. Puis, une affaire que je vais vous dire aussi dès le départ pour essayer de vous aider à suivre, là, parce qu'encore une fois, c'est un peu abstrait, c'est qu'au moins, avant chaque acétage, je vais vous dire, est-ce qu'on est dans une situation de fiducie testamentaire ou une situation de fiducie non testamentaire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Une fiducie testamentaire, c'est une fiducie qui entre en vigueur, qui prend action suite à un décès. OK? Alors qu'une fiducie non testamentaire, c'est une fiducie qui existe, tout le monde est vivant, là, tout le monde est en pleine forme, tout le monde va au gym, il n'y a pas de problème. OK? Fait que, au moins pour vous aider, parce que ce n'est pas facile à visualiser, vous entendez parler probablement pour la première fois de fiducie, je vais vous dire de quoi on parle. C'est une fiducie testamentaire ou non testamentaire. La première que j'utilise pour vous faire passer un paquet de concepts, définitions gravitant autour des fiducies, c'est une fiducie non testamentaire. Donc, il n'y a pas de décès dans mon histoire. Ce n'est pas tragique. OK? Donc, allons-y avec les principaux intervenants. Puis, encore une fois, j'encourage à me poser des questions là-dessus, si ça vous intéresse, si vous avez des interrogations. Alors, quand je regarde une fiducie, la première personne, à quelque part, qui est engagée dans la création d'une fiducie, c'est un auteur. On va l'appeler auteur, constituant aussi, excusez-moi. On peut l'appeler aussi constituant. Donc, l'auteur, le constituant de la fiducie, donne vie, rend opérationnel, fait en sorte que la fiducie entre en vigueur suite au transfert d'un ou plusieurs biens. OK? Fait que la première étape, c'est qu'il y a un transfert de biens qui va se passer. Oui, question. OK. OK, là, je vais me transformer en Fred Pellerin seulement à la fin du cours ou la semaine prochaine. C'est, comme tu le mentionnes, il y a quelque chose d'un peu folklorique où il y a un lingot d'or qui est transféré de l'auteur, le constituant, à la fiducie. Ça, c'est un cas très, très précis, puis je vais en parler parce que c'est de ça que je vais vous parler quand je vais vous parler d'un actionnariat, d'une société par action qui est utilisée par la fiducie, où la fiducie est actionnaire. Pourquoi? Multiplier l'exo. Hein? On en a parlé la semaine passée, ou ça va vite, peut-être c'est la semaine d'avant, mais on a parlé de l'exonération. Bien, il est possible de doubler, tripler, quadrupler. Bon, vous me suivez?
avec un paquet de bénéficiaires qui est tous mes enfants, mes cousins, mes cousines. Bon, bref, on reparlera de tout ça, mais je vais parler du lingot d'or, je te le promets. OK. Donc, monsieur transfère des biens. Quelques questions pour vous, là, juste qu'on se réchauffe. Quand vous êtes en mode fiscal, vous voyez transfert de biens, voyez ça comme un synonyme de disposition, vente, transfert. Il y a sûrement d'autres synonymes. Bref, il y a une opération juridique et fiscale qui se passe. Le bien n'appartiendra plus à monsieur, il va appartenir à la fiducie. Donc, fiscalement, qu'est-ce que vous vous posez comme question? Vous êtes curieux de savoir quoi quand je vous dis ça? Il y a un transfert d'un bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir comme fiscaliste? L'impôt, la transaction va se faire à quelle valeur? C'est ça que vous voulez savoir. Comme fiscaliste, vous dites, OK, il y a une vente, il y a un transfert, il y a une disposition. Cette opération-là, elle se fait-tu à juste valeur marchande ou elle se fait sur une base de roulement? Hein? En fiscal, c'est ça que tu veux savoir. OK? On répondra à cette question-là un peu plus tard. Voilà. Une question à laquelle on peut répondre tout de suite, c'est quel genre de bien qu'on peut transférer dans une fiducie? Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait une idée là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait quoi répondre? Quel genre de bien? N'importe quel bien? Certaines catégories de biens, selon vous? Est-ce que je peux transférer ma voiture de collection, je ne sais pas, Ferrari, Testarossa, je ne sais pas trop le terme exact, mais tu sais, vous comprenez? Est-ce que je peux transférer une voiture de luxe, de collection là-dedans? Un bien personnel. OK. Fait que fiez-vous pas à mon intonation, j'essaie tout le temps de vous faire des pièges comme ça, c'est que c'est correct que tu dises non, mais la réponse est oui. Tu peux vraiment transférer n'importe quel bien. OK? Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de transférer un paquet de biens, de transférer mon barbecue à la fiducie? C'est intéressant de faire ça? Non. Tu sais, normalement, les biens qu'on va transférer, des actions, des terrains, des immeubles locatifs, bon, sûrement d'autres éléments, mais à la base, on pourrait transférer n'importe quel bien, puis on va se poser la question tantôt, on a un acétate là-dessus, ça se passe-tu à juste valeur marchande ou à roulement? Je suis pas mal intéressé parce que si tu me dis qu'il y a des planifications à faire avec des fiducies, j'ai de la misère à comprendre qu'il y a une des grosses planifications que je peux faire, c'est qu'il faut que je transfère à juste valeur marchande, okay, juste pour être intéressant dans les 5 à 7. Okay? Donc, on reparlera de ça. Fait que ça va, transfert de biens, un ou plusieurs biens. Évidemment, le rôle que je souhaiterais avoir si j'étais partie prenante dans une vie autour d'une fiducie, c'est d'être bénéficiaire. Hein? Vous avez entendu ce terme-là, on parle de fiducie. Donc, les bénéficiaires, c'est eux qu'on va, à quelque part, avantager à un moment donné. Okay? Donc, dans mon histoire, qui est une fiducie du vivant, non testamentaire, j'ai dans mon histoire les deux enfants du monsieur. Enfant 1, enfant 2, mais je n'ai pas fini. J'ai aussi sa conjointe, puis j'ai aussi monsieur. Fait que là, déjà, là, si vous regardez ça, sans trop rien savoir sur les fiducies, vous dites c'est weird, c'est bizarre cette affaire-là. Monsieur transfère un bien, puis il se met bénéficiaire. Okay? On ne réglera pas toutes les questions dans les premiers 10 minutes du cours, là, OK? Mais il y a lieu de se poser la question là-dessus. Pourquoi? À un moment donné, on va y répondre tantôt. Pourquoi monsieur, peut-être la semaine prochaine, pourquoi monsieur s'installe comme bénéficiaire? C'est lui qui a transféré les biens. Coudon, il veut-tu ou il ne veut pas le bien? OK? Bon, on répondra à quelques-unes de ces questions-là. Mais si on vient à pourquoi être bénéficiaire, c'est de loin le rôle le plus avantageux, bien, c'est parce que c'est eux qui vont. Puis là, faites attention. On va faire l'exemple avec, c'est un seul bien que monsieur a transféré, on va dire. Je pense que le plus porteur peut illustrer le plus les deux concepts que je veux mettre en lumière. C'est un immeuble locatif. Okay? Fait que tout le monde comprend qu'il y a l'immeuble locatif qui est un bien, qui a une valeur, puis tu as l'immeuble locatif qui est le même, là, qui génère des revenus de loyer. Okay? Donc, comme deux facettes, comme la plupart des biens qui peuvent prendre de la valeur, puis c'est des biens qui génèrent des revenus aussi. Okay? Donc, on a transféré un immeuble locatif. Donc, les bénéficiaires peuvent aspirer à quoi? C'est pourquoi je dis qu'ils sont bien placés ou ils ont un beau rôle. C'est parce qu'à un moment donné, on s'en reparlera à quel moment, mais à un moment donné, la fiducie va remettre l'immeuble locatif aux bénéficiaires. À un moment donné, on va le voir tantôt, à chaque année, la fiducie va remettre les revenus produits par le bien qui est dans la fiducie, qui est l'immeuble locatif, aux bénéficiaires. Okay? Donc, vous comprenez que c'est juste du positif, c'est juste du bon pour les bénéficiaires, ou à peu près. Parce qu'on va le voir tantôt,
Les bénéficiaires, ça se peut qu'il y ait, dès le départ, un pourcentage de revenus établi, 25 25 25 puis dans 10 ans, on va remettre l'immeuble locatif aux bénéficiaires 25 20, ça se peut que ce soit écrit aussi clair que ça, aussi prescrit que ça, mais ça se peut. Pas un mot sur la game. Rien n'est dit sur quand on va remettre les biens, à qui on va remettre les biens, dans quelle proportion, les revenus, quelle proportion. Fait que tout le monde est mieux de rester gentil parce que c'est pas écrit les proportions encore. Ça va dépendre. OK? Là, j'y arrive, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre ces deux portraits-là que je vous ai dressés. Un portrait où on aurait le détail, puis un portrait où on n'a pas de détail sur qui va recevoir l'immeuble locatif plus tard, puis qui reçoit les revenus dans quelle proportion. OK? Puis à quel moment. Mais on comprend tous, là, je pense que, oui, OK, moi, je m'engage pour être bénéficiaire, c'est ça que je veux être dans cette histoire-là. OK? Bon, il y a un autre groupe d'intervenants, c'est un terme qu'on entend souvent, les fiduciaires. OK? Donc, les fiduciaires, dans mon histoire, j'ai monsieur, j'ai le frère de monsieur, puis j'ai le fiscaliste de monsieur. OK, je vais donner des exemples avec des filles tantôt, là, OK? Mais là, c'est un peu sexiste, mon affaire. C'est toute une affaire de boys club. Là. Tous des messieurs, là, ils sont tous ensemble, c'est toute la même gang. Madame est isolée pas mal dans l'histoire. OK? Il y a une raison, c'est logique dans cette histoire-là que je pourrais raconter au féminin aussi. Là. Je pourrais l'inverser, je l'ai ailleurs. OK? Donc, les fiduciaires, eux, bon, première des choses, est-ce que quelqu'un peut me répondre pourquoi que monsieur n'est pas tout seul comme fiduciaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, quand vous regardez le dessin, vous dites ouais, c'est logique qu'il ne soit pas tout seul? Ce ne serait pas nécessairement logique que monsieur décide de qui va avoir les biens, qui va recevoir les revenus quand c'est lui qui décide, puis c'est lui qui est bénéficiaire potentiel. OK? Fait que le Code civil t'oblige à être plus qu'un. Mais, c'est quoi? C'est de la poudre aux yeux. La poudre aux yeux, pourquoi de la poudre aux yeux, Marc? Ben, parce que c'est monsieur, puis il met son frère à qui il s'entend super bien, puis il met son fiscaliste qui paye, il paye les honoraires à ce fiscaliste-là. OK? Fait que, il y a sa gang. Tout le monde va voter du même bord. Là. OK? À moins de faire quelque chose d'immoral, tout le monde va voter du même bord dans cette histoire-là. Parce que là, j'arrive avec mon acte de fiducie. Bon, en gros, je ne veux pas tout vous expliquer les clauses qu'il peut y avoir. Les plus évidentes pour vous, pour nous, dans la discussion, c'est que l'acte de fiducie va évidemment identifier qui sont les fiduciaires, va identifier c'est quoi les conditions pour abandonner son rôle, être remplacé, destitué, blablabla. C'est aussi à l'acte de fiducie qu'on va définir qui sont les bénéficiaires, il faut le définir dès le départ. Puis, allons rapidement, c'est là qu'on va dire quand est-ce qu'on va remettre l'immeuble locatif, à qui, puis qui va gagner les revenus de l'immeuble locatif qui vont passer de la fiducie aux bénéficiaires, puis dans quelle proportion. OK? Donc, c'est là. Je l'ai dit tantôt, là, c'est là que je le redis. Ces modalités-là de savoir qui reçoit l'immeuble locatif à un moment donné, qui reçoit les revenus, ça peut être défini dans l'acte de fiducie, comme je l'ai dit, très, très clairement, le pourcentage, quel moment, la date, tout. Puis ça peut être pas indiqué. Pas indiqué. Et ça, c'est ce que vous allez entendre ça si vous travaillez dans le monde des affaires, une fiducie discrétionnaire. Quand on parle de fiducie du vivant, qui sont utilisées pour faire de la réorganisation corporative, où la fiducie peut devenir actionnaire d'une belle petite PME du Québec, on parle de fiducie presque toujours discrétionnaire. Qu'est-ce qui veut dire le mot discrétionnaire, vous pensez ici? C'est que les revenus sont versés, les biens sont remis à la discrétion de qui, vous pensez? La gang ici, les fiduciaires. Fait que monsieur soit tout seul ou qu'il soit juste avec sa gang, ça ne change pas grand-chose. Il fait ce qu'il veut, incluant remettre l'immeuble locatif juste à l'enfant 1 ou moitié-moitié à l'enfant. Bref, tout est possible, dépendamment d'un paquet d'objectifs, des fois financiers, fiscal, puis des fois par rapport à l'avenir, que l'avenir nous dit. Si un de mes deux enfants a un problème de dette majeure, je n'irai pas lui donner de l'immeuble locatif dans 10 ans. Là. Okay? Je vais le donner à l'autre enfant. Okay? En tout cas, ça te donne toute cette latitude-là pour laisser le temps filer, pour pouvoir préciser un peu l'acuité de la décision à venir. Donc, fiducie discrétionnaire ou non discrétionnaire?
encore une fois, c'est juste mettre la table sur les principaux éléments. Tout ça sert à faire un paquet de planifs, tant juridique que fiscal. Puis évidemment, ce n'est pas le but du cours d'arriver à se rendre jusque-là, mais on va en voir quelques-unes, notamment celle que tu as soulevée tantôt, celle de la fiducie discrétionnaire qui devient actionnaire en transférant un fameux lingot d'or. On parlera ça la semaine prochaine ou en fin du cours aujourd'hui. OK, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez savoir d'autre là-dedans? J'essaie de penser s'il y a d'autres éléments importants ou fondamentaux que je voudrais vous dire. Les bénéficiaires. On va vouloir savoir aussi, juste le dire, là, on y arrive. On va vouloir savoir quand on remet le bien de la fiducie au bénéficiaire, fiscalement, ça change de propriétaire. Juridiquement, ça change de propriétaire. Fiscalement, ça change de propriétaire. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir? La même question que je t'ai posée au début. Ça sort à quelle valeur? Juste valeur marchande ou roulement? Tu sais, en fiscalité, c'est tout le temps ça que tu veux savoir. C'est juste valeur marchande, c'est roulement. Dans la loi de l'impôt, à 95 c'est juste valeur marchande. Puis il y a un autre 5 d'exception, c'est des roulements. Puis il faut que tu saches quand il y a des roulements et quand il n'y en a pas. OK? Bon. OK, donc on y va avec ça, puis on rajoutera des éléments au fur et à mesure. Puis pour le cours, j'ai fait des petites bulles. Je pense qu'il y a 6-7 règles que je veux voir avec vous, particulières. Je pense qu'elles sont intéressantes, qui peuvent vous aider à comprendre les fiducies de façon en général, avec le peu de temps qu'on y accorde. OK? Donc on va se structurer, mais je pense que vous allez retenir quand même la compréhension de base de qu'est-ce qu'une fiducie et qu'est-ce que ça peut faire. OK. Donc, je l'ai déjà dit tantôt, une fiducie, ce n'est pas comme une société de personnes. Ce n'est pas comme une société en nom collectif. Une société de personnes puis une société en nom collectif, comme on l'a vu avec M. Olivier quand il était associé d'un cabinet, ça n'a pas de personnalité juridique, ça n'a pas de distinction entre le patrimoine des associés versus le patrimoine de la société en nom collectif. Puis la société en nom collectif n'a aucun rapport fiscal, elle n'a pas rapport. Elle ne paye pas d'impôts. La seule affaire, c'est qu'on va accumuler les revenus on va calculer un revenu fiscal, oui, dans la société en nom collectif, puis on va l'attribuer automatiquement aux associés, selon la convention entre associés. Mais là, ce n'est pas ça ici. Là. Quand on parle d'une fiducie, c'est un patrimoine juridique à part. Ce qui appartient à la fiducie n'appartient plus à l'auteur qui a transféré, puis ça n'appartient pas encore au bénéficiaire. Il y a un temps d'arrêt pour voir les enfants où ils s'en vont dans la vie. Là. Sont-ils sérieux, pas sérieux? Qui va prendre la relève? On va se donner du temps. On va se donner 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de se décider. C'est à ça que ça sert la fiducie, c'est cette souplesse-là. Ce n'est pas juste des grosses passes fiscales, une fiducie. Okay? Ce n'est pas tant des grosses passes fiscales, honnêtement. On va voir ça au fur et à mesure. Fait que, donc, au niveau juridique, c'est un patrimoine à part. Puis au niveau fiscal, je l'ai dit, là, on fait un calcul de revenus, on fait un calcul de revenus imposables, on calcule l'impôt, puis tout se passe dans la fiducie, puis l'impôt se passe dans la fiducie. Mais on va voir tantôt, on peut transférer des revenus pour pas qu'ils soient imposés en fiducie, mais qu'ils soient imposés entre les mains des bénéficiaires. Puis là, vous commencez à voir, ouais, peut-être quelque chose d'intéressant là. Okay? Si le fisc n'a pas prévu des règles anti-évitement ou des règles contre le fractionnement de revenus avec des mineurs, par exemple. Là. Vous doutez que c'est ça qui se passe un peu aussi, qu'on ne pourra pas tout faire ce qu'on veut. Mais bref, une chose à la fois. Alors, ce que ça veut dire, une fiducie, comme une société par action. Là, je reviens avec une société par action. Tantôt, j'ai parlé de société de personnes. Société par action, ça ressemble à une fiducie au sens de la personnalité juridique. Ça a son propre patrimoine, sa propre personnalité juridique. Ça a sa propre vie fiscale, complètement indépendante de ses actionnaires. OK? Donc, ça se ressemble. Fait que ce qu'on peut faire, une des utilités des fiducies, puis celle-là, vous l'avez probablement entendu parler sous une forme ou une autre, peut-être pas avec cette terminologie-là, mais ça peut être une fiducie qu'on va appeler de protection d'actifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, comme entrepreneur, je suis quelqu'un qui aime le risque. Des fois, ça va bien, des fois, ça ne va pas bien, j'en gagne, j'en perds. Au moment où je crée la fiducie, par contre, tout va bien, je suis très solvable. Je ne suis pas une situation où je vais faire faillite dans 3 mois. Ce n'est pas ça que je vous parle. Je fais soleil. OK? Je fais soleil, au lieu de détenir les actions moi-même, je vais les faire détenir par une fiducie. Parce que si jamais, pour différentes raisons, je fais faillite, ils ne pourront pas m'attaquer. Parce que ce n'est pas mon patrimoine, c'est le patrimoine de ma fiducie. Même si, je suis dans mes bénéficiaires. Vous vous rappelez, tantôt, monsieur était bénéficiaire, on se demandait pourquoi. Peut-être pour des affaires comme ça. Mais je veux juste répéter, ce serait la même affaire qu'une société par action. Ou dire, tu entends ça, des fois, dire, moi, je vais faire faillite, mais pas de problème, on va tout mettre ça au nom de ma femme. Tu sais, genre 3 mois avant que ça arrive, 6 mois. Pensez-vous que ça marche? Est-ce que vous pensez que ces opérations-là sont juridiquement opposables?
dans la loi sur la faillite. Ben oui, OK, trop beau pour être vrai. Donc, ce n'est pas possible. Alors, oui, fiducie de protection d'actifs, si la réflexion est faite en amont, alors que tout est solvable, tout va bien, mais qu'on a des activités à risque, puis peut-être qu'on voudrait mettre ça à l'abri des créanciers. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là. Donc, une fiducie de protection d'actifs. Alors, c'est un peu un premier rôle qu'on pourrait y trouver à la fiducie. Ça, je l'ai dit. Donc, c'est comme un peu la première chose. Donc, quand on calcule l'impôt dans la fiducie, vous voyez l'acétate, vous l'avez probablement devant les yeux, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui semble en apparence intéressante, c'est-à-dire que la fiducie, quelle table d'impôt qu'on prend? On prend-tu les tables d'impôt d'une société par action où il y a deux taux d'impôt, puis c'est un régime, un revenu d'entreprise exploitée activement en haut de 500 000? Bref, c'est pas ça. On prend le taux d'impôt des particuliers. Le seul problème, et ça, c'est la règle numéro 1, là, je vous dis qu'on a 6-7 règles qu'on va voir ensemble. Ça, c'est le premier coup d'œil, puis c'est de faire les liens avec les différentes situations. C'est que oui, c'est le taux d'impôt des particuliers. Il y a un méchant problème, par exemple, c'est 53,3 pour chaque dollar. Donc, écoutez, là, on va juste prendre 2 secondes pour réfléchir à ça. Là. Tous les revenus gagnés dans la fiducie qui ne sont pas réattribués aux bénéficiaires sont imposés en fiducie. Puis du premier dollar au dernier dollar, c'est tout 53,3. Quand je vous dis ça, est-ce que vous comprenez qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de fractionnement de revenus? Là? Il n'y a pas d'idée de dire je vais laisser des revenus s'imposer en fiducie. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Il n'y a aucun intérêt à laisser des dollars s'imposer en fiducie. Chaque dollar sont imposés à 53,3. Il n'y a pas de fractionnement avec directement la fiducie en laissant des dollars. Tantôt, on va le voir dans les règles. Ce que ça veut dire, c'est que chaque dollar qui est gagné dans la fiducie, à chaque année, je veux le distribuer à des bénéficiaires pour essayer, parce que là, c'est les bénéficiaires qui s'imposent, puis eux ne peuvent pas être pire que 53,3. S'ils sont 53,3, bien, ils sont 53,3, mais c'est parce qu'ils font au moins 253 000. Mais la fiducie, elle peut faire 100 $, puis le 100 $, est à 53,3. Fait que, bien important de comprendre ça. Puis là, c'est là que c'est ça la fiscalité. 99,9 du temps, dans une fiducie, un revenu, c'est 53,3. Il y a une exception. Il va falloir la connaître, il va falloir la savoir. Je vous donne un petit indice. Dans un contexte de décès, dans une succession, puis on s'en reparlera. OK? Mais retenez ça. Toujours 53,3, sauf la succession, dans certaines conditions, on va avoir le taux des particuliers avec la progressivité des taux. Et ça, c'est de la musique à mes oreilles. Quand j'entends progressivité des taux, c'est les petits taux du début. Tu sais? 26,12, 32,12, 36, pas 53,3 pour tous les dollars. Fait que c'est ça qui se passe, sauf une exception qu'on va parler tantôt. Donc, ça, c'est un peu la règle, la chose numéro 1 que j'aimerais vous transmettre. OK? Parfait. Deuxième élément que je veux vous dire, dans le jargon des fiducies, autant dans le Code civil que dans la loi de l'impôt, donc autant juridique, fiscal ou ailleurs, dans d'autres lois, il y a plein de termes, plein de terminologie. Je ne veux pas en faire toute la nomenclature, vous en avez des exemples devant les yeux. Je veux juste nommer celles qui sont en bleu parce que ils vont tous nous dire quelque chose, soit ils nous ont déjà dit quelque chose ou ils vont nous dire quelque chose aujourd'hui. Fiducie succession. Donc, on l'a dit, une succession, c'est une fiducie. Parfait. Fiducie succession assujettie à l'imposition à taux progressif. C'est l'exception que je vous parlais et je vais vous parler tantôt. Ça, c'est important de savoir ça. Ça, c'est une fiducie aussi. La fiducie exclusive en faveur du conjoint, très, très important dans la planification fiscale, juridique, dans un contexte surtout de décès. Okay? Ça, on va se reparler de ça aujourd'hui. Fiducie protection d'actifs, on vient de s'en parler. Fiducie discrétionnaire, j'ai déjà commencé à vous en parler. D'accord? Mais il y en a plein d'autres. Alors, ce que je veux vous dire, c'est de ne pas apprendre tous ces termes-là par cœur, puis pas du tout. C'est que chaque fois qu'il y a une fiducie qui vous est proposée, vous devez statuer fiscalement sur deux choses. Parce qu'il y a des règles fiscales différentes qui s'appliquent selon deux catégorisations. Première catégorie, donc c'est systématique. Vous devez le faire, les deux catégorisations, dans toutes les situations de fiducie pour savoir où se positionner au niveau fiscal. Première chose que vous voulez savoir, c'est, je l'ai dit tantôt, est-ce qu'elle est testamentaire ou non testamentaire? Donc, je le redis. Testamentaire, ça veut dire qu'elle prend vigueur, elle entre en action, la fiducie, elle devient opérationnelle suite à un décès. Ça prend un décès. Puis non testamentaire, aussi appelé entre vif ou du vivant,
ben, la fiducie non testamentaire, ben, personne n'est mort, puis la fiducie est opérationnelle, elle fonctionne, elle a des biens, elle génère des revenus, elle distribue des revenus aux bénéficiaires, il y a des décisions qui se prennent par les fiducies. Voilà. Donc, fiducie testamentaire ou non testamentaire, parce qu'il y a des règles un peu particulières, mais il n'y en a plus tant que ça. Avant, il y avait des grosses, grosses différences entre les deux. Ça a sauté, il y a un méchant bout, OK? Mais il y a encore quelques petites différences. D'accord? Donc, il faut classer ça comme ça. Puis l'autre catégorisation que vous devez savoir, c'est OK, la fiducie que tu me parles, là, est-ce qu'elle est exclusive en faveur du conjoint ou pas? Donc, c'est l'un ou l'autre. Ils sont tous exclusifs en faveur du conjoint ou elle ne l'est pas. OK? Donc, on le verra tantôt avec l'exemple, mais déjà, vous pouvez visualiser une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire exclusive en faveur du conjoint? Ça veut dire qu'il y a une seule bénéficiaire et c'est le conjoint de l'auteur. C'est ça que ça veut dire. Toutes les autres fiducies, ce ne sont pas des fiducies exclusives en faveur du conjoint. Donc, le mot exclusif est important aussi. Si je transfère des biens à une fiducie dont ma conjointe est bénéficiaire, mais aussi les enfants, ce n'est pas une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Donc, il faut faire cette distinction-là. Là, il y a des règles fiscales différentes, vraiment différentes. Ça fait partie de la force au niveau de la planif, puis ce qu'on peut faire avec ça. Ça va? Donc, deux catégorisations à faire. Fait que c'est un peu pour moi la règle numéro 2 ou la deuxième petite règle à retenir, mais encore une fois, tu sais, être capable de l'intégrer à une situation. C'est ça. Tu sais, c'est facile à prendre tout ça par cœur, mais tu sais, quand que ça se positionne, il faut le savoir, là, les règles qui viennent avec ces catégorisations-là. On va les voir d'ailleurs. OK. Donc, exemple de fiducie non testamentaire, donc ça le dit, je n'ai pas à vous le redire, c'est une fiducie non testamentaire et c'est essentiellement celle que je vous ai présentée tantôt. Okay? C'est la même, c'est la première acétate, la première. Enfin, je vais vous montrer quelques organigrammes différents de différents types de fiducies. Donc, ça, c'est celle qu'on a vue au début. Elle est non testamentaire, elle est plus souvent qu'autrement, elle est discrétionnaire, c'est-à-dire que les fiduciaires vont décider qui va recevoir les revenus dans les bénéficiaires, qui va recevoir le bien, dans quelle proportion. Bon, tout ça. Donc, ça, c'est une fiducie non testamentaire. OK, là, j'arrive avec. C'est quand ça, cette affaire? Il se lève. Ah oui. Ah. OK. OK, là, c'est important. Exemple de fiducie testamentaire créée par le Code civil, la succession. Donc, ça fait 3 semaines, d'une manière ou d'une autre, qu'on parle de succession. La succession, c'est une fiducie. On va juste l'illustrer. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup, beaucoup au dessin qu'on vient de voir, mais avec quelques ajustements dans la terminologie, mais c'est la même logique. Là, okay? C'est une fiducie. Mais elle, évidemment, elle est testamentaire. D'accord? Il y a plusieurs fiducies testamentaires possibles. Ça, c'est celle qui va toujours être là quand il y a un décès. Elle est automatique. Tu n'as pas à planifier. Le Code civil le prévoit. Tu décèdes, il y a une fiducie qui s'ouvre en ton nom. Okay? Donc, c'est quoi les nuances? Bon, la fiducie va s'appeler une succession. L'auteur, ben, c'est pas trop l'auteur, c'est le décédé. Les biens, c'est pas quelques biens, c'est tous les biens. OK? Fait que, vous voyez, c'est le genre de nuance-là à apporter quand on parle de la succession, mais c'est toujours une fiducie. Quoi d'autre qu'on doit ajuster dans le vocabulaire? Puis c'est pas le vocabulaire, c'est juste pour revoir un peu ce qu'on a vu depuis 2-3 semaines. Donc, évidemment, ce n'est pas des fiduciaires, c'est des liquidateurs testamentaires, mais ils jouent le même rôle. Ils gèrent, ils administrent la fiducie, la succession, sauf que là, ce n'est pas en vertu d'un acte de fiducie tel quel, c'est en vertu du testament ou du Code civil s'il n'y a pas de testament. Donc, encore une fois, il y a une analogie à faire avec l'autre fiducie qu'on a vu tantôt, mais à quelque part, c'est aussi un contexte complètement différent avec des acteurs complètement différents. Et évidemment, en dessous de ça, on ne les appellera pas les bénéficiaires, on va les appeler les héritiers. Mais c'est la même idée, c'est qu'ils vont recevoir les biens. D'accord? Ou des revenus qui ont été accumulés dans la succession parce que la succession a duré 22 ans, parce qu'ils s'astinent sur le codicile de Jean-Paul Réopel, mettons. OK? Donc, tu sais, s'il y a des histoires comme ça là, qui se passent, où il peut y avoir des revenus de succession qui sont attribués à chaque année parce qu'elle dure longtemps, la fameuse succession. Ça va. Donc, on reconnaît ça. C'est de ça qu'on a parlé depuis 2-3 semaines. Mais là, on le cadre. Là, écoutez bien ça, je vous parle d'un autre fiducie testamentaire. Donc là, on rentre vraiment dans un terrain où on n'a jamais parlé de ça. OK? Puis je trouve que c'est important d'en glisser un mot. Je vous montre un autre portrait. OK? Donc, ça, c'est exemple de fiducie testamentaire créée par le testament, doit être planifié avant le décès. OK? Donc, je vais vous expliquer ce long titre-là, qu'est-ce qu'il veut dire. Là. Mais avant ça,
regardez ce qu'on a devant les yeux. Ce qu'on a devant les yeux, c'est exactement ce qu'on avait l'acétate d'avant. OK, vous me suivez, là? Tu as la succession, tu as le décédé, tous les biens sont transférés à succession. J'ai, selon le testament, des liquidateurs testamentaires. OK? Et là, la différence, suivez-moi bien. Les héritiers, ça ne sera pas des personnes en chair et en os. Regardez ce qui se passe. Oups, c'est des fiducies. Ça, c'est nouveau. Ça, on n'a pas parlé de ça. Ça, c'est nouveau. Puis là, on va jaser un peu de ça. Fait que là, comprenez, au lieu de remettre la succession directement aux enfants, on va remettre les biens qui étaient supposés aller aux enfants dans une fiducie qui est fiducie aux enfants. Puis les biens qu'on voulait rouler parce qu'on voulait léguer à la conjointe, ou on voulait léguer à la conjointe parce qu'on voulait rouler, là, n'est pas clair de la chose, mais on ne lèguera pas directement à la conjointe, on va léguer à la fiducie exclusive en faveur de la conjointe. OK, pour l'instant, ça a juste l'air d'une personne intermédiaire, mais c'est très puissant, ça. OK? Puis on va se le dire pourquoi puissant. Puis ce n'est pas une passe qu'on va sauver de l'impôt tant que ça. Ce n'est pas une affaire qu'on va sauver de l'impôt essentiellement. Un peu par rapport à la fiducie exclusive en faveur du conjoint, mais en gros, ce n'est pas un truc fiscal. Donc, je remets les biens aux fiducies. Alors, là, c'est ça le titre. Là, je reviens à mon long titre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ces fiducies-là aux enfants, la fiducie exclusive à la conjointe, identifiée ici, ça, je ne peux pas décider dans le post-mortem. Il est mort, puis je dis, OK, non, 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 on change le testament, on ne remet pas les biens aux enfants, on remet le bien aux fiducies, puis aux fiducies faites pour les enfants. Bref, ce genre de fiducies-là doivent être prévues dans une planification testamentaire avant le décès. Tu ne peux pas inventer ça après. La seule chose, c'est que tu la planifies, tu la réfléchis avant le décès, en même temps que tu fais le testament, parce que tu as des objectifs, on va en parler des objectifs, OK? Mais d'aucune façon, tu peux faire, mais elles deviennent en vigueur opérationnelles suite au décès. Donc, c'est ça la nuance qu'il faut comprendre. Elle est testamentaire parce qu'elle devient en vigueur suite au décès, mais elle est planifiée avant, là, elle est faite avant, là, elle est créée avant. Voilà, donc, alors on y arrive. Là. Pourquoi? OK? Fiducie exclusive en faire de la conjointe, je vais vous en parler plus en détail tantôt, j'ai un acétate juste là-dessus. OK? Mais mettons, fiducie aux enfants, parce que là, vous voyez qu'est-ce qui se passe après, là. C'est qu'en dessous de ces fiducies-là, j'ai mes deux enfants. Au lieu de léguer directement, je passe par une fiducie. Puis ma conjointe, au lieu de léguer directement, je passe par une fiducie. OK? Puis ça, je vais en parler tantôt. Alors, je vous écoute. Pourquoi je ferais une fiducie aux enfants, dans vos mots? Là? Fiducie aux enfants, au lieu de donner les biens directement à enfants 1 et 2. Avez-vous idée pourquoi? Vous allez être déçu peut-être un peu de la réponse parce que ce n'est pas spectaculaire la réponse. C'est pas qu'on sauve l'impôt. C'est pas qu'on invente un roulement fiscal. Ça va créer de l'impôt, ça, les biens, sauf si on donne les biens défiscalisés, bien sûr. OK? L'idée est aussi simple que de dire que peut-être que, là, évidemment, c'est pour des montants significatifs. Demandez-moi pas le chiffre exact. Là, à partir de quand on peut faire une fiducie de même, là, tu ne fais pas ça pour, je lègue 50 000 là. OK? S'il y a beaucoup d'argent en jeu, oui. Mineur, puis c'est pas contre votre génération. Je dirais la même chose à nous quand on était jeunes, notre génération. Mineur, puis jeune adulte. Tu sais, c'est pas, je comprends, c'est un bon début de réponse, tout ça. Tu sais, évidemment, si les enfants ont 6 ans et 8 ans, c'est clair que je ne veux pas léguer 1 million directement à chacun des enfants. OK? Parce que oui, il y aurait un contrôle possible sans fiducie, mais à 18 ans, game over. Là, il n'y a plus de contrôle. Tandis qu'une fiducie, tu vas vouloir avoir un contrôle sur la remise des biens progressive pour les protéger d'eux-mêmes, ces jeunes-là, peu importe quelle génération, ces jeunes-là, de dire, là, je dis n'importe quoi, on va remettre un tiers de la valeur des biens à 25 ans, un autre tiers à 30, puis l'autre à 40 ans. Tu sais, quelque chose comme ça, OK? S'il y a des revers de fortune, s'il y a des problèmes, s'il y a des divorces, s'il y a des... Tu sais, vous comprenez, on va étirer un peu cette idée-là. Et là, je parle pour des valeurs qui sont significatives. Encore une fois, je ne fais pas ça pour 30 000 pour 50 000 mais quand il y a des millions de dollars ou des montants importants, je n'ai pas un seuil de tolérance par rapport à ça, il faut réfléchir comme ça. Ça va de soi. Puis là, tu peux mettre plein de règles dans la fiducie pour savoir qui va recevoir les biens. Puis tu peux avoir même des conditions. C'est comme un acte privé un peu. Là, je reviens tout le temps avec mon exemple. Là. Il y en a d'autres dépendances qui peuvent nuire à la situation financière, mais mettons, je pense aux jeux pathologiques.
Là, c'est sûr que tu peux avoir des clauses un peu là, qui sont dictées par rapport à ça, à ce genre de conditions-là ou de souffrance morale-là. OK? Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y aurait une fiducie plutôt que de le remettre aux enfants. Celle exclusive aux conjoints, c'est la même idée, mais ça va plus loin. Il y a comme un bout que je veux vous dire de plus. Là. Il y a quelque chose de plus, encore plus évident, à mon avis, où ça peut être intéressant de créer la fiducie exclusive en faveur de la conjointe ou du conjoint, plutôt que de le remettre directement au conjoint survivant ou la conjointe survivante. OK? Donc, voilà, ça, c'est un contexte de fiducie testamentaire qui n'est pas automatique, qui doit être créé, planifié pendant la planification testamentaire, bien avant le décès. OK, parfait. Voilà, ben là, je reviens aux règles que je vous ai dit qu'on voulait se poser la question. Quand on transfère un bien, du vivant ou au décès, mais là, on va le faire du vivant. OK? Je trouve que ça illustre plus ou c'est plus vibrant de le penser du vivant. Donc, je crée une fiducie, monsieur crée une fiducie, tout le monde est en forme et tout le monde est vivant. Donc, une fiducie non testamentaire, une fiducie entre vifs, du vivant. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas une fiducie exclusive en faveur du conjoint parce que tu as le conjoint plus un enfant. Donc, ce n'est pas une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Alors, la question qu'on se pose tous, il y a un transfert de monsieur à la fiducie, la transaction se fait à quelle valeur? Voilà. Comme je vous ai dit dans la loi de l'impôt, 95,5, je pense que je vais augmenter. À 97 des fois, c'était juste vers la marchande. La loi de l'impôt dit ça. Le fils veut récupérer son impôt, comprenez? Et, oui, déclenche l'impôt. Imaginez la situation, ça fait 30 ans, tu as l'immeuble locatif, puis tu as entendu dire hey, fiducie, c'est hot en tabarnouche, je devrais transférer ça à ta fiducie. OK? Ça fait 30 ans, tu as payé 1 million, ça vaut 30 millions. Wow! Tu vas payer l'impôt sur 29 millions, puis disons que tu as fait ça jeune, là, puis tu as juste 49 ans et demi. Là. OK? Donc, tu anticipes l'impôt peut-être de 40 ans en avance, un impôt de 5 millions, juste parce que tu n'as pas compris ce que tu faisais. Bon, évidemment, ça ne se passerait pas, mais c'est juste pour vous illustrer un peu, faire une petite caricature de mon cru, là, ici. Donc, juste un marchand à l'entrée. OK, bien, donc, quand est-ce que je vais transférer un bien de mon vivant dans une fiducie? Dans une fiducie. Donc, vous comprenez, je viens de vous dire la version film d'horreur. Quand est-ce qu'on le fait de bord? Là, je vous ai fait peur. Comment on prend opportunité de ça? Et c'est là que je vous dis que c'est des réflexes. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça, puis c'est correct, là, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'immeuble locatif? C'est quand qu'il faudrait le transférer à une fiducie? Quand tu viens de l'acheter. Alors, quand tu viens de l'acheter, quand tu es déjà riche, tu as déjà un immeuble locatif. Tu as un immeuble locatif, tu viens de l'acheter, je viens de payer 15 millions. C'est un tycoon de l'immobilier, je viens de payer 15 millions pour ça. Ouais, je pense que je vais le transférer. J'ai 61 ans et demi, OK? Ouais, je pense que je vais le transférer dans la fiducie parce que moi, je vais mourir dans les 20 prochaines années, 30 prochaines années, ça va déclencher un méchant impact fiscal. Je vais laisser en fiducie. Quand il va être dans la fiducie, moi, quand je vais décéder, c'est pas moi qui l'ai. Fait que ça ne déclenchera pas de l'impôt. Il n'y aura pas de disposition réputée de l'immeuble locatif. Pensez-vous à comprendre un peu là, le genre de jeu de report d'impôt qu'on peut faire avec ça, malgré que ça entre à juste enchante? Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais si tu viens d'acheter, si tu viens de créer cet achat, cette acquisition-là, bien là, c'est là qu'il faut le faire. OK? Pourtant, de comprendre ça, je suis bien conscient là, que c'est un cours de 45 heures que je donne en 90 minutes. OK? Mais je vous dis les choses les plus importantes. Fait que ça rentre à juste vers marchand. Ça veut dire que je vais faire ça avec un bien qui a un coût égal à juste marchand ou à peu près. Donc, un bien récent ou un bien qui a beaucoup de valeur. Évidemment, tu voudrais créer une perte, mais mettons qu'ils sont des gens qui ont vraiment le réflexe fiscaliste, dire hey, ta perte, je vais le créer tout de suite, ta perte serait réputée nulle. Okay? Le gain serait constaté, mais en situation de perte, on ne te le reconnaîtra pas. OK. Là, l'autre chose que vous brûlez de savoir, puis pour que ça marche, mon rapport d'impôt intergénérationnel suite à un décès, c'est que, regardez la magie de la fiducie, c'est que ça sort en roulement. Là, pensez 2 secondes à ça. Ça sort en roulement. Ça, c'est puissant. Ça nous permet de faire du millage. Fait que je reviens avec mon histoire. J'ai 61 ans et demi. Je viens d'acheter un immeuble 15 millions. Je le mets dans la fiducie. Puis, dans 20 ans, je décède. Pas de disposition réputée parce qu'il ne m'appartient pas. Il appartient à la fiducie. Puis, la fiducie le remet à mon enfant. Roulement. Donc, la transaction se fait à 15 millions. 15 millions moins 15 millions, ça fait 0. Mon enfant, il part avec un PBR de 15 millions,
un immeuble qui vaut peut-être 30 millions, mais il n'y a pas de déclenchement d'impôt tant qu'il ne le vend pas. Donc, on peut comprenez, on peut le reporter d'une génération suite à un décès si on suit les statistiques. Là. Évidemment, ça ne marche pas avec un enfant qui a une espérance de vie jusqu'à 40 ans. Là. Fait que c'est là la puissance. Là, on commence à parler de wow, il y a quelque chose là, au niveau fiscal. Puis encore une fois, là, c'est sûr que c'est pour vous, quand je vous parle de rapport d'impôt, vous dites ouais, moi, là, tu sais, rapport d'impôt, économie d'impôt, that's it. Moi, rapport d'impôt, ça ne m'intéresse pas. Là, si c'est un rapport d'impôt de 5 millions, c'est comme je te dis, je te fais un prêt de 5 millions sans intérêt, tu dis non, moi, je ne le veux pas parce qu'il faut que je le rembourse dans 20 ans. Je ne saurais pas quoi faire avec ça. Je ne serais pas à le faire fructifier. Vous comprenez? Fait qu'un un rapport d'impôt, quand on est dans ces zones-là, quand on fait ce genre d'opération, c'est des gros montants. C'est des 2 millions, des 4 millions, des 5 millions. C'est fou, là, comment que ça fait du levier fiscal et financier, ça. Il faut comprendre ça. Il faut être pas ébloui, mais il faut être impressionné par ce genre de rapport d'impôt-là. Et ça se fait par ce genre de transaction-là. OK, donc ça, c'est une fiducie qui n'est pas exclusive en faveur du conjoint, rentrer à juste valeur marchande, sortir au roulement, en roulement. OK, ça, c'est la troisième règle. Quatrième règle, c'est, oups, là, regardez la catégorisation. C'est une fiducie. Là, tu as dit que c'était non testamentaire, il n'y a pas de décès. Monsieur s'apprête à transférer l'immeuble locatif à la fiducie. Il vient de l'acheter, fait que ça ne causera pas de problème fiscal. Puis là, conjoint. Fait que là, c'est une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Il y a des règles fiscales différentes. Comment différent? Roulement à l'entrée. Fait que là, c'est pas grave si tu prends une vieille rengaine, un immeuble locatif d'il y a 20 ans, puis que tu transfères, ça vaut 30 millions, puis tu vas payer 2 millions. Pas grave, la transaction va se faire à 2 millions. Puis ça va être remis en roulement. Et là, pour pas que ça soit trop abrutissant, la fiscalité, je me sens obligé de vous faire réfléchir 2 secondes. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose de fiscalement extraordinaire là-dedans ou comment? C'est quoi la logique? C'est quoi la logique de OK, c'est une fiducie exclusive à faire du conjoint, fait que roulement, roulement. C'est quoi la logique? Quelqu'un le voit? Tu le vois-tu, toi? Non? Pourquoi que c'est roulement, roulement? Hmm? C'est ça. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, OK, je reprends ce qu'il a dit. OK? Lui, il dit ça comme si c'était rien là, mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprend ça tout de suite de même. Là. OK? Si tu lègues l'immeuble locatif directement au conjoint, ça se fait à quelle valeur? Là, c'est ça qu'on parle depuis 3 semaines, c'est des roulements. OK? C'est des roulements. Si je le lègue du vent au décès, ça ne change rien. C'est roulement. Donc, si je vais indirectement, OK, je à faire directement, je peux le remettre au conjoint en roulement, mais je peux le faire indirectement aussi. Roulement à l'entrée en fiducie, roulement à la sortie. Fait qu'il y a une logique, là, il y a une compréhension. C'est pas. Autrement dit, l'avantage de la fiducie exclusive en faveur du conjoint, si je posais cette question-là, c'est pas parfait de juste répondre, dire ça permet un roulement. Parce que quand tu dis que la fiducie exclusive en faveur du conjoint, ça permet un roulement, ben, c'est la même affaire que si tu remets le bien directement au conjoint. Fait que, tu sais, c'est pas là la valeur ajoutée de cette entité-là. OK? Donc, ça va, roulement, roulement, puis pour ne pas la prendre par cœur, dire ben, c'est pareil comme si on le remettait directement au conjoint. Ça, c'était la règle numéro 4. OK. Bon, là, on y arrive. OK? Dans le détail, fiducie exclusive en faveur du conjoint. Je vais essayer de le faire le plus marquant possible. Je veux frapper votre imaginaire avec cet exemple-là. On va se mettre dans un contexte, je trouve l'exemple le plus marquant, c'est un contexte, cette fois-ci, qui est testamentaire. OK? Donc, au lieu de léguer des biens qui ont de la plus-value, de le léguer directement au conjoint survivant, non, je vais le léguer à une fiducie exclusive en faveur de ce conjoint survivant-là. OK? C'est ça mon but, mais on va s'expliquer pourquoi. Fait que, c'est quoi les conditions à respecter pour que ce soit une fiducie exclusive en faveur du conjoint? Tu sais, je vous ai dit très rapidement que c'est de dire que ça prend un seul bénéficiaire, puis le seul bénéficiaire, il faut que ce soit le conjoint de l'auteur de la fiducie, du décédé. OK? Mais c'est plus subtil que ça. On va lire ensemble. C'est des et, c'est 2 conditions. Première condition, très facile à comprendre. Tout revenu de la fiducie est payable au conjoint bénéficiaire, j'aurais pu rajouter à chaque année. Okay? Donc, chaque année, on regarde tous les revenus qui sont générés par les biens qui sont dans la fiducie exclusive en faveur du conjoint. Il y a peut-être des actions qui versent des dividendes. Il y a peut-être des immeubles locatifs où tu as des revenus de loyer. Tu as peut-être un stationnement où il y a des revenus de stationnement. Toutes sortes d'affaires. OK?
Ces revenus-là, tu n'as pas le choix. Si tu veux que ce soit une fiducie en faveur du conjoint, les revenus, tu dois les verser à chaque année, les payer au conjoint. Ça va? Ça, c'est facile. Il n'y a pas de subtilité là-dedans. C'est pas négociable, c'est pas. C'est ça. Noir sur blanc. Ça va? On comprend ça? La deuxième, en anglais, on dit un brain crusher. Lisons ça. Nulle autre personne que le conjoint bénéficiaire ne peut, avant le décès de ce dernier, recevoir l'usage du capital de la fiducie. Donc, une phrase avec deux négations. Okay? Là, si vous l'avez devant les yeux, vous allez voir comment j'ai traduit ça. Mais avant d'aller voir la petite bulle, ou en tout cas, si vous la voyez, mais réfléchissez juste à cette. Ça ressemble à comment c'est écrit la loi de l'impôt. C'est écrit comme ça à peu près. Nulle autre personne que le conjoint bénéficiaire ne peut, avant le décès de ce dernier, recevoir l'usage du capital de la fiducie. Donc, moi, je l'ai traduit. Il est possible de remettre 100 du capital à quelqu'un d'autre que le conjoint bénéficiaire, mais seulement après son décès. OK? Ça, c'est une traduction. Là, commencez-vous à comprendre c'est quoi l'idée. C'est quoi l'idée? Pourquoi une fiducie excluée en faveur du conjoint plutôt que de remettre les biens directement au conjoint ou à la conjointe? Pourquoi? Je vais vous aider. Pensez famille recomposée. Famille recomposée, 4 enfants, une nouvelle conjointe, mais une nouvelle conjointe que tu aimes, puis que ça fait 25 ans que tu vis avec, ou 22 ans, pas une nouvelle conjointe, ça fait 2 ans, là, 1 an, là, dans mon histoire, pour que ça frappe l'imaginaire. OK? Donc, repensez à ça. Famille recomposée, le décédé a 4 enfants d'une autre union, puis une nouvelle conjointe, une conjointe, ça fait 22 ans qu'ils sont ensemble. Comment ça fonctionne? OK, je peux bien léguer les biens défiscalisés, comme j'ai dit, aux enfants, qui vont totaliser 200 000 puis tous les biens qui ont de l'impôt latent, léguer directement à madame, ça vaut 3 millions. Puis dire, ah, je vais faire le roulement. Les enfants, là, ils vont le trouver pas si hot que ça, le roulement. Là. Parce que vous comprenez que la madame qui a reçu, puis c'est pas parce qu'elle n'est pas fine, la madame, dans l'histoire, mais elle, est-ce qu'elle est obligée de remettre aux enfants après? Pas tout. Pas tout. Elle fait le testament qu'elle veut, elle, là. Elle ne peut pas faire confiance, ce soit monsieur ou madame. Tu comprenez? Fait qu'il faut que tu attaches l'histoire. Il faut que tu l'attaches, l'histoire. Fait que la façon de faire, c'est que les biens qui ont un impôt latent, dont tu veux le roulement, tu vas le léguer, pas à la conjointe, à la fiducie exclusive en faveur du conjoint, pas roulement. Madame, tu l'aimes beaucoup, elle va recevoir tous les revenus. Pas un problème, tous les revenus. Mais les biens, par contre, le 2 millions versus le 200 000, elle ne le donnera pas au prof de tennis. Là. Okay? Ça va aller directement aux enfants. C'est déjà tout prévu d'avance. Okay? Puis quand je fais des exemples un peu comme ça, là, un peu grivois, c'est juste pour aider à faire comprendre l'histoire. Okay? C'est pas pour être. Donc, c'est pour ça qu'il y a une fiducie exclusive envers du conjoint. Alors, résumons. Beaucoup de situations de familles recomposées avec des valeurs significatives, avec des impôts latents, c'est la façon de faire. C'est vraiment la façon de faire. T'sais. Encore une fois, ne fais pas ça pour plein de respect pour quelqu'un qui va léguer 125 000 d'avoir. Ce n'est pas déshonorant. Mais je veux juste dire, ce n'est pas avec ça là, que tu vas faire une transaction de même. Mais quand il commence à avoir vraiment des bons actifs, puis là, conjointe, mais la conjointe, ce n'est pas la mère des enfants, ben là, ça prend une mécanique. Là. Ou bien, sinon, tu n'as pas le choix. Sinon, tu déclenches tout l'impôt en léguant aux enfants. Sinon, tu ne déclenches pas d'impôt, mais là, tu viens de lâcher le morceau. Là. Il n'y a plus d'élastique, c'est bien. Là. La personne à conjointe. Qui, elle, peut même, peut léguer à ses propres enfants, ça a ses propres enfants. Vous comprenez, là? Fait que c'est un outil moderne de planification testamentaire, puis c'est d'autant plus intéressant. Je veux dire, jamais je vous dirais, faites une fiducie de la conjointe si ta conjointe, c'est la mère de tes 3 enfants, puis tout le monde est en harmonie. Je ne dirais pas de faire ça. Mais dans des cas où tu veux que le bien revienne, les biens reviennent aux enfants, tu n'as pas trop le choix. Là, voilà. Ça va? Vous comprenez un peu l'histoire? C'est ça? OK? Donc, contrôle de gestion et gestion des biens, bien, dans le fond, c'est la même acétate que je vous ai montré tantôt, mais là, avec l'explication du pourquoi, à quoi sert
une fiducie qui serait exclusive en faveur du conjoint dans un contexte de successif, dans un contexte testamentaire. Okay? Encore une fois, il faut le prévoir d'avance, il faut le prévoir au testament. Il faut que madame ou monsieur soit au courant là, que ce n'est pas elle qui va le recevoir directement. Là. Pour que ce soit une surprise là, à la fin. Là. Hey, c'est pas à toi le bien, tu peux prendre les revenus, tu ne touches pas, tu n'as jamais parlé de ça. Ouais, là, ça fait un petit froid. Là, okay? Bon, vous voyez, fait que voilà, fiducie exclusive en faveur de la conjointe. On vient d'expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Donc, l'impôt va être au deuxième de ça. OK. Autre règle qu'on pourrait parler, okay, qui est technique, plus technique, c'est OK, on a compris qu'une fiducie, c'est un contribuable fiscal. On doit calculer son revenu net, son revenu imposable, puis son impôt. OK? Fait qu'on va regarder là, très rapidement, sans devenir des spécialistes, mais ce n'est pas compliqué non plus. Comment on calcule? On va commencer par le revenu net. Comment on calcule le revenu dans une fiducie? Bien, le point de départ, c'est que c'est pareil comme n'importe quel contribuable. Puis ça, j'en profite de faire une petite parenthèse. Quand vous calculez un revenu, que ce soit un particulier en chair et en os, une société par action ou une fiducie, le calcul commence toujours par les mêmes règles de 3A, 3B, 3C, 3D. Des fois, j'entends ouais, le revenu d'entreprise, c'est parce que tu es une société par action. Non, le début, il est pareil. Le début de la fiscalité est pareil, avec des ajustements d'usage. Là. Tu ne cherches pas une société par action, une pension alimentaire déductible, là, OK? Mais la structure, elle est pareille. Tout ça pour vous dire que le calcul dans fiducie, ça va être pareil comme le calcul dans une société par exemple. Là, je parle du calcul du revenu, pas l'impôt, du calcul du revenu. Donc, s'il y a des revenus de dividendes, on va identifier les revenus de dividendes. S'il y a des revenus d'intérêt, revenus de location. Si j'ai du gain en capital, ben, j'ai un 3B qui se forme ici. Là. J'ai un gain en capital imposable, moins les pertes en capital déductible. Bref, toute la même structure que vous avez appris. Cours 1, là, il y a 34 cours de ça à peu près de fiscalité. Donc, le début il est pareil. La seule nuance importante au niveau du calcul du revenu, elle est fondamentale. C'est ça que vous devez comprendre. C'est-à-dire, on va réduire du revenu net habituel les montants de revenus qu'on paye aux bénéficiaires à chaque année. OK? Donc, c'est là que ça se passe. Ce n'est pas trop compliqué à comprendre. La fiducie fait 122 222 de revenus nets. Si je distribue 122 222 aux bénéficiaires de revenus, eux vont s'imposer sur 122 222. Puis dans la fiducie, ça va être 122 222 moins 122 222, zéro. Est-ce que vous comprenez que c'est ça qu'on veut faire? Pourquoi c'est ça? Première, deuxième acétate qu'on a vu tantôt, tout est à 53,3 dans le fiducie. Il n'y a rien à rabais. Ne cherchez pas des deals, il n'y en a pas. OK? Tout est à 53,3. Fait que le revenu généré selon l'article 3 dans le fiducie, c'est toujours le revenu que je vais distribuer à mes bénéficiaires. Sauf la petite exception que je vais vous parler tantôt. Okay? Ça va? Donc, c'est aussi simple que ça. C'est comme un conduit. On va reporter ou pas reporter, mais attribuer l'imposition puis les revenus aux bénéficiaires. Si jamais, pour différentes raisons, incluant qu'on est incompétent, qu'on a laissé des revenus s'imposer en fiducie, vous comprenez que ces revenus-là qui sont en fiducie, qui n'ont pas été payés aux bénéficiaires, donc imposables dans la fiducie, on paye l'impôt, puis ce qui reste, ça devient évidemment du montant défiscalisé qu'on va pouvoir remettre éventuellement aux bénéficiaires. L'idée, ce n'est pas de payer 0 fois l'impôt, puis l'idée, ce n'est pas de payer 2 fois l'impôt. Payer une fois, à une place, pas à deux places. Juste vous dire, c'est là que j'en parle. Un peu. OK, j'en parle ici. Okay. Bon, ça, c'est pour le calcul du revenu net. Okay? Revenu net, revenu imposable. Là, on n'est pas trop regardant sa terminologie ici. C'est faire la distinction entre les revenus fiscaux et l'impôt. Okay? Donc, l'impôt qu'on va calculer pour une fiducie qui est non testamentaire, okay? Ça, c'est dans tous les cas. Si c'est une fiducie non testamentaire, il n'y a pas de crédit personnel, puis c'est le taux maximum si tous les revenus, on l'a dit, 53,3, puis tu n'as pas le choix. La fin d'année, c'est le 31 décembre. Il n'y a aucun allègement, aucune règle spéciale pour essayer de sauver de l'argent dans la fiducie qui est non testamentaire. Une petite exception très importante que je vous dis, je veux juste que vous la reteniez pour vous, votre entourage, puis vous faites creuser la question, puis on en parle beaucoup dans le volume, beaucoup, on en parle dans le volume, c'est que, puis je ne veux pas en parler parce que c'est une exception qui vient un peu
qui est à l'envers de toutes les règles que je suis prêt à vous expliquer. Okay? Je trouve que ce n'est pas un bon pari pédagogique, mais de dire, si tu as une fiducie testamentaire ou non testamentaire, dont le bénéficiaire, c'est une personne handicapée au sens de la loi de l'impôt, il y a toutes sortes de fractionnements de revenus d'impôt qu'on peut faire. Là, on peut utiliser la progressivité des taux, on peut faire plein de choses intéressantes au niveau fiscal. Okay. Je fais par exprès pour ne pas parler de ça en détail ou faire des problèmes là-dessus, parce que ça va à l'inverse de la règle générale. Mais sachez que si ça se passe dans votre entourage, ça peut être bien intéressant d'avoir une fiducie non testamentaire avec des bénéficiaires qu'on appelle des personnes désignées, des personnes handicapées. Non, pas désignées, bénéficiaires privilégiés. OK. Donc, ça, c'est la fiducie non testamentaire, 53.3. Rien de bien intéressant là. OK. Maintenant, la fiducie qui est testamentaire autre que la succession. OK? Donc, je vous l'ai dit, à peu près toutes les fiducies, ça va en faire. Pas de crédit personnel, obligé de prendre un 31 décembre, puis 53.3 sur tous les dollars. OK? Fait que là, j'arrive, je ne sais pas si vous êtes excité, mais j'arrive, là. Prochaine acétate est là notre exception. C'est ça qu'il faut se rappeler. OK? Puis qui est en lien, sans qu'on le sache, avec ce qu'on s'est dit depuis 2-3 semaines. C'est que pour la fiducie testamentaire, qui est la succession, donc je vous reparle de la succession, on peut être assujetti à la progressivité des taux. Un petit bout à 12,11, un petit bout à 26,11. On n'est pas à 53,3 sur la première pièce. On passe à travers tout ça. Seulement pour les 36 premiers mois de la fiducie succession. OK? Donc, comprenez ce qu'on vient de se dire. OK? Quand j'impose des revenus dans une fiducie, c'est toujours 53,3 sur tous les dollars. Sauf, je suis dans une succession. La succession, je la fais durer 36 mois, 3 ans. À chaque année, j'impose des revenus en succession, puis là, je viens de me trouver une nouvelle déclaration fiscale, un nouveau contribuable fiscal. Je reprends la progressivité des taux. Fait que, faites pas ça pour 200$, là, mais si un peu l'argent qui peut être généré dans la succession, faites durer ça 36 mois, puis utilisez cette progressivité des taux-là. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse 36 mois, on redevient une fiducie testamentaire à 53,3? Là, tu te dépêches tout d'un coup, tu dis, OK, là, on remet tous les biens. OK? Fait qu'il y a comme quelque chose, c'est la seule place qui reste. Avant, il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait fractionner puis utiliser la progressivité des taux. Là, il reste juste cette histoire-là. Donc, taux progressif possible. Pour la succession, ça dure seulement 36 mois, ce rabais-là, ce rabais fiscal-là, juste pour les 36 premiers mois. OK? Donc, dépêche-toi pas. Aucun crédit personnel, ça demeure. Ça demeure. Il n'y a pas de crédit personnel pour une fiducie. Puis la fin d'année d'imposition peut être au choix, mais quand on dépasse 36 mois, on devient 31 décembre. OK? Voilà. Fait que ça, c'est quand même intéressant. C'est rare qu'on voit le monde utiliser ça. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de revenus qui sont générés par les successions. Tu sais, générer des revenus dans les successions, il faut que tu aies des biens importants qui génèrent des revenus. Tu sais. La maison qui passe par la succession, elle ne génère pas de revenus. Là, tu sais, le REER, ben, tu veux le rouler, fait que, tu ne le fais pas générer de revenus non plus. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça ne s'applique pas à tant de situations, mais quand ça s'applique, c'est une belle économie. Autrement dit, ceux qui ont des immeubles locatifs qui décèdent, ça peut être intéressant. OK. Donc, c'est comme une règle que je vais appeler la règle numéro 5. OK. Autre chose qu'on doit savoir des fiducies en général, toutes les fiducies, que ce soit testamentaire ou non testamentaire. Quand le revenu est gagné dans fiducie, on le dit. On le calcule selon l'article 3, par exemple, si c'est un contribuable. Donc, si c'est un dividende, on dit c'est un dividende. Si c'est un revenu d'intérêt, bon, bref. La catégorisation des revenus est telle qu'on la connaît, qu'on la comprend. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on distribue ces revenus-là aux bénéficiaires, ça garde cette catégorisation-là. Donc, si la fiducie distribue un revenu qu'elle a gagné, qui est un revenu de dividende, ça devient un revenu de dividende pour le bénéficiaire. Si la fiducie génère un revenu d'intérêt qu'elle distribue à un bénéficiaire, ça demeure un revenu d'intérêt. Je ne le ferai pas pour les 4, mais je vais le faire pour le 4e parce que c'est le bout spectaculaire. C'est ça le feu d'artifice, là, je le vois que c'est la semaine prochaine. Revenez, il y a un feu d'artifice la semaine prochaine. Alors, regardez-moi ça, cette étiquette-là, comme c'est beau. C'est-tu beau, cette étiquette-là? Gain en capital sur des actions admissibles de cette entreprise. C'est écrit. La fiducie, est-ce qu'elle a le droit à l'exonération? Non, mieux que ça. Elle n'a pas le droit à l'exonération. Mais la fiducie, elle peut faire un gain en capital sur les actions admissibles des entreprises, distribuer ce gain en capital
sur des actions admissibles de petites entreprises, aux bénéficiaires. Puis eux peuvent prendre leur DGC, leur exonération, parce que c'est un gain capital sur des actions admissibles. Donc, comprenez-vous comment c'est important que la catégorisation du revenu gagné en fiducie, lorsqu'il est distribué, soit maintenue intacte pour le bénéficiaire. Parce que c'est par ça qu'on va multiplier l'exonération de gain capital. Je vais vous montrer ça la semaine prochaine. OK. Donc, ça, c'est une autre petite règle qui est bien importante et qui va avoir son pesant d'or quand on va faire la fiducie discrétionnaire la semaine prochaine. Donc, 6. OK, celle-là, je n'ai jamais vu ça dans la vraie vie, mais on nous fait toujours peur avec ça, avec raison. Donc, écoutez bien cette règle-là. C'est une règle spéciale qui dit que il n'y a aucun problème à transférer les biens de la fiducie aux bénéficiaires par roulement. On l'a dit ça. Okay? Là, on s'est dit ça. Okay? La seule affaire, c'est que si tu dépasses le 21e anniversaire de création de la fiducie, puis tu n'as pas remis le bien ou les biens, tous les biens, sur un roulement avant le 21e anniversaire, autrement dit, tu dépasses le 21e anniversaire, juridiquement, il n'y a rien qui se passe de spécial. La fiducie demeure là. Les biens sont encore dans la fiducie. La seule affaire, c'est qu'il vient d'avoir une disposition réputée au 21e anniversaire de tous les biens qui sont dans la fiducie à juste valeur marchande. Aïe aïe. Ça, tu ne peux pas faire un geste fiscal plus insignifiant que ça. Là. OK, c'est impossible. OK, parce que pensez la plus-value accumulée dans une fiducie pendant 21 ans, comment que ça peut être important. Fait que tu remets les biens 20 ans et 364 jours après avoir créé la fiducie, ça sort tout doucement, en douceur, en roulement, au PBR, à FNAC, pas d'impôt. Tu passes sur le party ce jour-là, puis le lendemain, tu reviens, puis tu as oublié de remettre les biens aux bénéficiaires. Tu as une facture, dans cet exemple-là, je pense que j'ai 500 000, j'aurais pu en mettre bien plus que ça. Parce que, regardez, la juste marchande, quand on a transféré, valait 1 million. OK? 21 ans plus tard, ça vaut 3 millions, fait que ça déclenche 500 000. Mais combien? Tu as déclenché ça juste de manière abstraite. Il est très réel. Ton avis de cotisation de 500 000, il est très réel. Mais comprenez-vous, il n'y a pas d'argent qui. Tu n'as pas généré d'argent. Tu as encore ton immeuble locatif qui est pogné en fiducie. Là. Fait que c'est. J'ai jamais vu ça, il ne faut pas que ça arrive. Voilà. Puis, juste ma petite histoire, parce que je pense que ça peut aider à comprendre, à souvenir. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que quelqu'un a idée pourquoi, tu sais, c'est un peu intriguant, là, tous les 21 ans, là, c'est quoi ça? À quoi il faisait allusion? Qu'est-ce qu'il pouvait avoir en tête? Les législateurs, les législatrices? Est-ce que vous vous rappelez de l'exemple là, qu'on a, tu sais, on transfère un immeuble locatif pour que, tu sais, on va le donner, on va attendre, puis on va le donner aux enfants pour ne pas déclencher d'impôts à leur décès? Mais c'est pour pas faire ce transfert-là sur plus d'une génération. Au sens démographique, je pense officiellement, ça peut varier, là, mais c'est 21 ans une génération. Fait que dans le fond, en t'obligeant, en faisant à remettre les biens, ben, tu sais, le report ne peut pas gérer, peut pas être plus long qu'une génération. Okay? Donc, c'est un peu de là que ça vient, la disposition après 21 ans, si on n'a pas transféré les biens aux bénéficiaires. Puis des fois, je l'entends là, quand les gens ne sont pas assommés à la fin, comme ça, ils disent ouais, mais Marc, je ne pourrais pas leur transférer dans une autre fiducie. Il y en a qui ont le goût de le dire, qui sont là. Tu sais, 20 ans et 364 jours, juste prendre le roulement. Tu vas sortir en roulement, mais tu vas rentrer dans l'autre fiducie à juste dans la marchande. Ça ne marchera pas. Je l'entends des fois. Les étudiants disent ça des fois. Là. Ça ne marche pas. La seule fiducie, ça ne s'appliquera pas, c'est important de le savoir. Là. Je sais que c'est loin un peu là, pour vous, probablement. La fameuse fiducie exclusive en faveur du conjoint, surtout dans le contexte de décès, quand tu l'imagines, tu sais, ça n'aurait pas d'allure de dire que, OK, les biens sont transférés à la fiducie exclusive en faveur du conjoint suite au décès du premier conjoint, OK? Puis là, hop, la madame est centenaire, puis ça fait plus que 21 ans, fait qu'on va lui déclencher de l'impôt, tu sais. Fait que ça, celle-là, on peut attendre qu'elle décède avant d'avoir la disposition à juste valeur marchande. Juste pour ceux qui pourraient se poser des questions. 3h moins 5, là, moins 10, ça commence à être loin. OK, oui, on va prendre le temps on a ça, 10 minutes pour faire ça. Oui, OK, absolument. Justement, un exemple de report d'impôt au décès suite à une transaction bien ficelée, bien réfléchie par rapport à un transfert d'un immeuble locatif à une fiducie non exclusive en faveur du conjoint. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit tantôt, mais là, on va l'illustrer avec des chiffres. OK? Quand on est le 1er janvier 2019,
monsieur a 65 ans, il vient d'acheter son dernier bloc, son dernier immeuble locatif, vient de le payer 5 millions, il le transfère à fiducie. OK? Il met son enfant unique comme bénéficiaire. Il a 30 ans, donc 35 ans plus jeune. Donc, tu sais, s'il meurt à même âge, il y a comme un report d'impôt de 35 ans potentiel. OK? Puis il y a sa conjointe qui a 65 ans, qui a le même âge. D'accord? La fiducie est discrétionnaire en sens où on ne sait pas encore qui va recevoir l'immeuble locatif. On verra. On comprend que ça devrait être l'enfant, là. S'entend? Si on parle de report d'impôt, ça devrait être l'enfant. Mais allons-y avec ça. Là, on ne sait pas trop ce qu'on. On va naviguer. Okay? Donc, je répète. Monsieur transfère un immeuble locatif. Il vient d'en faire l'acquisition. 5 millions. Donc, coût 5 millions, juste marchand de 5 millions, 15 zéros dans la fiducie. Lui, quand il va décéder, s'il avait gardé ce bien-là, il aurait eu disposition à juste marchand. Okay? Si sa conjointe décède en même temps dans le même vol d'avion, disons. Okay? Fait que, voilà. On rend ça en fiducie, puis on verra pour le reste. Fait que là, je vous mets des hypothèses. C'est un laboratoire juste pour illustrer l'histoire. Disons que dans mon histoire, tout le monde meurt à 90 ans. Okay? Donc, les conjoints meurent dans 25 ans, ils ont 65, puis l'enfant meurt dans 60 ans. Okay? Le rendement, disons, la plus-value immobilière va être de 5 dans mes calculs. Puis je vous dis que le taux d'impôt qui s'appliquerait ici serait ultimement 50 d'accord? 50 d'un taux d'inclusion de 50 ça fait 25 mais taux d'impôt, 50 sur le gain capital imposable. Alors, je vous demande de comparer 3 scénarios okay, sur l'impôt à payer au décès des parents. Quel va être l'impact de ces 3 scénarios-là sur l'impôt déclenché au décès, parce qu'il y a une disposition réputée à juste heures marchandes, comme vous le savez depuis 3 semaines, sauf les biens légués à conjointe. Mais là, on ne pourra pas léguer à conjointe parce qu'ils vont mourir dans le même vol d'avion à 90 ans, les deux. OK, bon. Fait que scénario 1. Scénario 1. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas de fiducie? Monsieur garde l'immeuble. OK, on va regarder qu'est-ce que ça fait. OK? Qu'est-ce qu'il fait si, scénario 2, monsieur a créé une fiducie, transfère l'immeuble à fiducie, 5 millions, coût 5 millions, puis il remet le bien à sa conjointe après 15 ans. Donc ça, on comprend que ça, c'est quelqu'un de mêlé. Ça, c'est vraiment mêlé, pas à peu près. OK? Pourquoi tu as fait cette fiducie-là pour mettre ça à quelqu'un de ton âge si tu as le même santé, etc. Bref, il n'y a pas de report d'impôt générationnel. Là. Elle va mourir dans le même vol d'avion. OK? Bon, scénario 3. OK, là, ils savent ce qu'ils font. Monsieur transfère l'immeuble à la fiducie. Ça, c'est beau. Première étape. Donc, il n'y a plus de bien. Quand il meurt, lui, il n'y a pas d'impôt. Puis, il remet le bien, puis la fiducie remet le bien après 15 ans à sa fille. Donc, ça sort en roulement. Donc, ça ne déclenche pas d'impôt non plus. Puis, elle, en théorie, va vivre le 30 ans versus 35 ans de plus que ses parents. Les parents ont 65, elle a 30, tout le monde meurt à 90 ans. OK? Donc, on va regarder. Il est où mon fameux rapport d'impôt? Parce que c'est dur des fois, puis avec raison. Tu sais, quand tu ne fais pas de la fiscalité toujours, tu n'es pas fiscaliste, les rapports d'impôt, j'utilise beaucoup cette expression-là. Je suis conscient que ce n'est pas si clair pour tout le monde quand je parle de ça. On va essayer de l'illustrer ici. OK? Donc, le scénario 1, c'est de dire on n'a rien fait. Monsieur a gardé son immeuble, il a payé 5 millions, puis dans 25 ans, il meurt parce qu'il passe de 65 à 90, puis il meurt. Puis sa conjointe ne peut pas rouler, elle meurt aussi. OK? Fait que ça vaut 16 931 775, une plus-value de 5 pendant 25 ans. Le coût est de 5 millions, le gain capital 11 millions, impôt de 3 millions. Vous voyez, il est là mon rapport d'impôt. Si on ne fait rien, dans 25 ans, il y a 3 millions d'impôts à payer. Ça va? Vous voyez, là, parce que c'est avec lui qu'on va travailler. OK? Si je fais le scénario 2, pas de chance, ça va donner la même affaire. Parce que le scénario 2, rappelez-vous, c'est que monsieur transfère tout de suite à la fiducie, sauf dans 15 ans, ils font une boulette, ils remettent le bien à la conjointe qui a le même âge. Ils vont mourir en même temps. Fait que dans 25 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est madame qui s'impose sur 3 millions. En fait, elle paye 3 millions d'impôts. Ça va? Là, ce qui est intéressant, c'est que si on passe par la fiducie, puis on remet le bien à la jeune fille dans 15 ans. OK? Donc, évidemment, si on regarde dans 25 ans, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de disposition. Dans 25 ans, les deux parents décèdent, les parents ne détiennent pas l'immeuble locatif, c'est la fille qui détient l'immeuble locatif, qui a 55 ans maintenant. 30 ans plus 25, 55 ans. Donc, le 3 millions qu'on devait payer, on ne le paye pas tout de suite. On le paye quand? On le paye quand que la fille va avoir 90 ans. Donc, 35 ans plus tard. Je vous rappelle que quand les parents sont décédés, la fille avait 55 ans.
Au lieu de payer 3 millions, on a payé 0, mais le 3 millions, il va se payer à un moment donné. Il va se payer quand elle-même, la jeune fille, qui aura 90 ans, elle va disposer, parce qu'elle n'a pas de mari non plus dans mon histoire, pour faut arrêter la boucle. Donc là, ce 3 millions-là, il va se payer dans l'histoire 35 ans plus tard, okay? De 55 à 90. Donc, l'histoire ici, c'est de dire la disposition de l'impôt à payer aura lieu dans 35 ans. Donc, le 3 millions qu'on n'a pas payé tout de suite, qu'on paye dans 35 ans, on le place. C'est là que j'arrive avec mon prêt sans intérêt. J'ai placé 3 millions à 4 pendant 35 ans, le temps que la fille ait 55 ans jusqu'à 90 ans. Okay? Ça vaut combien? Ça vaut 12 millions. Sur ce 12 millions-là qu'on a créé de valeur, bien, il y a un 3 millions qu'on va rembourser d'impôts. Il y a quand même un accroissement de 9 millions. Bref, ça, c'est un exemple de report d'impôts suite à une transaction qui a été bien ficelée. Mais encore une fois, je sais, est-ce que ça court les rues? C'est les gens fortunés qui peuvent faire ça. Hein? C'est un peu triste quand même, là. Mais c'est eux vos clients aussi. Là. Fait que c'est bon que je vous parle comme ça aussi. OK, ben écoutez, là, je pense que c'est assez. Là. Ouais. C'est -5, là. On se laisse là-dessus. Puis la semaine prochaine, on fera juste un petit mini-cas de fiducie, actionnaire dirigeant, puis on finira avec développement durable. Arrivez à votre empreinte carbone, s'il vous plaît.